c'était à se questionner, est-ce que la pollution plastique, c'est vraiment inquiétant aux yeux de la population? Puis la réponse, c'est oui. Là. C'est quoi, tu penses, qui est possible, justement, avec Organisation Bleue? Là? Rien de moins que vaincre la pollution plastique, d'inspirer la jeunesse à voir un petit peu plus de positif dans l'environnement. La légalisation du cannabis, en effet, on l'a vu aussi apparaître sur les berges. Ah oui! Puis là, c'est la sophistication des emballages qu'on voit se multiplier. Oui. On va travailler dans la ligne de banquise côtière qu'on appelle. Par exemple, la plage, là, c'est une belle bande de sable. Ouais. C'est pas là que c'est sale. Non. Ça va être derrière l'espèce de talus, à la limite de la forêt. Puis là, on va trouver des accumulations souvent assez démesurées. Puis là, on appelle ça des mannes de déchets. Puis quand on tombe sur une manne, on devient tout excité. Puis là, plus on a une bâche remplie, plus on est contente. La journaliste en question, quand on s'est retrouvés devant notre bâche, elle s'est mise à pleurer. Ça m'a comme frappée. Tu sais, j'ai dit, on est tellement désensibilisés. C'est vrai que c'est choquant la situation dans laquelle on est en ce moment. En ce moment, on produit 400 millions de tonnes de plastique par année à l'échelle mondiale. On dit que ça va tripler d'ici 2050. Si on arrêtait de mettre autant de produits d'emballage entre les mains du consommateur, que si le consommateur avait pas le choix de se tourner vers le vrac, on serait plus dans un débat. On serait dans une logique qui est basée sur la science, sur des principes de précaution, comme on a fait avec le traité de Montréal en 1987, où on a dit on met la hache là-dedans, c'est terminé les CFC, les aérosols, le spray net, terminé, mesdames. La pollution plastique à usage unique, pour pas le démoniser, est peut-être une histoire du passé. Cet épisode est présenté par environemploi.org, le site incontournable de l'emploi, de l'économie verte. Avec plus de 60 000 visiteurs chaque année, c'est la référence pour trouver un emploi stimulant et porteur de sens. Et pour les employeurs, en quête de talents engagés, c'est l'endroit idéal pour publier des postes et rejoindre une communauté passionnée par l'économie verte. Enviroemploi.org, une plateforme propulsée par Enviro Compétences, la référence en développement de la main-d'œuvre en environnement. Bonne écoute! Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Ça va mieux qu'on pense. Aujourd'hui, on reçoit Anne-Marie Asselin de l'Organisation Bleue. Tu es fondatrice, directrice générale de cette belle organisation qui s'occupe de nettoyer notre fleuve. C'est grâce à toi que notre fleuve est propre ou que par moment en tout cas, que ça s'améliore. On aide, exactement. Vous aider. Parle-nous de l'Organisation Bleue. Tu as fondé ça dans quel contexte? Oui, c'est une très grande question. En fait, j'ai eu un parcours scolaire assez atypique, un parcours professionnel aussi, on peut le nommer. Là. J'ai été plongeuse professionnelle jusqu'à l'âge de 27 ans environ. OK, mettons, moi, je m'en vais dans un resort, là. Puis là, je vais faire un truc de plongée. Ça aurait pu être toi, genre, mon prof de plongée. Oui, peut-être pas dans un resort pur et dur, mais oui, mettons, je vais dans le sud. Oui, c'est ça. Je guidais des groupes privés pour aller explorer les fonds marins. Ça a été une carrière qui a été très demandante. On parle de 6 jours semaine, à faire des fois 5 à 6 plongées par jour. C'est-tu légal, ça? Ça devrait pas l'être. Normes du travail au Canada. OK. Non, mais il y a toutes des règles, me semble. Là. Il y a des règles là, par rapport à ça. Oui, on suit l'étape de décompression. En fait, on suit ce que notre petit ordinateur nous dit de faire. OK. Mais je me suis poussée vraiment à bout de cette carrière-là. Oui, c'était épuisant. Puis très rapidement, je me suis heurtée à pas assez bien comprendre le milieu dans lequel je travaillais. C'est-à-dire, qu'est-ce que la différence entre un corail dur, un corail mou? Pourquoi je vois des poissons trompettes tout effilés? Pourquoi il y en a d'autres qui sont comme des boules? OK, mais c'est quoi la différence entre un corail dur et un corail mou? C'est une grosse question, là. Mais en gros, c'était comme frustrant de ne pas être capable de m'expliquer biologiquement puis évolutivement tout ce qui m'entourait. Tu es capable de dire à tes clients, voici une tortue verte, voici un requin. Oui, il n'y a pas de walkie-talkie, là, tu peux pas te parler. C'est ça, on se fait des petits signaux, là, genre requin, c'est fantastique, tout le monde capote. Requin, c'est important, ça. Mais tu sais, il y a aussi les petites limaces de coraux que moi, je me capotais, là, c'est moins sexy qu'un requin, mettons. Mais toi, ce que tu voulais, c'est être capable de parler avec les gens, c'est ça? Non, en fait, ou c'est toi qui comprenais pas. Je comprenais pas mon environnement marin. Comme je baignais dedans à tous les jours. Mais c'est un milieu qui est tellement différent du milieu terrestre. Puis il y a tellement de diversité sous l'eau que tu sois, je sais pas, moi, en haute mer ou dans un récif corallien. Après ça, tu es dans des formations géologiques sous-marines. Les espèces varient, les espèces migratoires aussi selon
les saisons dans lesquelles tu travailles, là, dans le fond, un peu comme ici. Les oies c'est des blanches, environnements différents. Exactement. Complètement. Fait que ça m'a été très difficile à un certain point de continuer à évoluer dans la profession de plongeuse parce que fallait que j'aille comprendre un petit peu mieux la base de tout ce qui m'entourait. Mais qu'est-ce qui t'a donné le goût d'aller là-dedans, en plongée? J'ai toujours été obsédée du milieu marin. Quand j'étais enfant, on allait à Trois-Pistoles l'été. On n'a jamais vraiment voyagé avec mes parents. Mais on allait passer 2 mois solides là, dans le Bas-Saint-Laurent. Puis là, j'ai découvert les marées hautes, les marées basses, l'eau très, très froide, qui me retenait pas de jouer dans l'eau constamment. Puis, tu sais, on voyait les baleines au loin. Il y avait souvent des phoques qui venaient jouer avec nous. Tu sais, c'était pas rare que les phoques venaient à moins d'1 mètre de moi. Wow. Puis là, on pouvait jouer ensemble, tu sais, avoir des rapports relationnels avec des animaux, là. C'est possible. J'aurais peur. Ah non, moi, ça me faisait pas peur. Wow. Fait que très petite, je disais déjà que je voulais devenir biologiste marine. En premier lieu, je disais astronaute, mais je pense que c'était l'appel de différents milieux, les milieux physiques étrangers. Mais il y a l'espace aussi, hein? Tu sais, quand t'es dans l'eau, il y a de l'espace. Tu sais, il y a de l'espace en dessous de toi, il y a de l'espace partout. Puis un peu apesanteur. Ouais. Cette espèce de, c'est ça, vision de vouloir explorer plus loin ce qu'on connaît peu. Fait que l'eau m'amenait vraiment dans cet autre monde-là. T'écoutais-tu beaucoup des affaires genre de Jacques Cousteau puis tout ça quand t'étais jeune? Ou... Pas Jacques Cousteau, mais j'avais une fascination, évidemment, là, pour tout ce qui était les kikis sur les snorkies. Comment? Les quoi? Une petite émission que j'écoutais quand j'étais petite. Kiki? Les kikis sont les snorkies. Il y en a peut-être qui vont s'en souvenir. Les kikis sont les snorkies. Moi, j'écoutais le bus magique, mais ça, tu aussi. me perds. Okay. La science dans le bus magique. Non, ça vous dit rien. Non, merde. Non. J'aimerais ça, par exemple. Ben moi, il faut dire que je suis plus vieux que vous autres. Hein? Fait que moi, j'avais des encyclopédies de Jacques Cousteau. C'est de même que... Mais pour vrai, là, moi, je me rappelle la murène. Oui. Hey, ça, c'est lettre en tabarouette. Oui, ça fait peur. Ça fait peur, une murène. Une murène, c'est comme une espèce de serpent à longues dents, verte. Ça sort dans 2 roches, puis chlic, ça te snap, t'es dans la chenoute. Ça peut être vraiment gros. Oui, une murène. Moi, je te dis, j'étais petit, là, puis je rêvais à des murènes. Ils sont pas méchantes. Ben, il snap entre 2 roches, qui dit. Ben, ça peut surprendre. Oui, ça peut surprendre. Mais là, attends. Fait que là, t'avais besoin, pour revenir à la discussion, la murène. T'avais besoin de comprendre ce qu'il y avait autour de toi, d'aller approfondir tes connaissances. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je suis retournée à l'école, à l'université. Donc, j'ai intégré Concordia, un bac en écologie marine, donc Marine Ecology, qui est un terme plus commun dans le milieu anglophone. C'était littéralement l'équivalent du bac en bio à l'UQAR, mais avec des professeurs qui étaient spécialisés dans le milieu tropical et beaucoup en comportement animal. L'UQAR, c'était pas là qui était prof Boucard? Oui, exact. L'Université du Québec à Rimouski. C'est ça. Okay. Parce qu'on pense milieu marin, on pense pas l'étudier à Montréal, mais pourtant, il y a à McGill, Concordia, UDM, il y a toutes sortes de spécialistes là, qui travaillent le milieu marin, mais depuis la ville. Là, des océanographes de renom, là, il y en a plein à l'Université de Montréal. Il y en a un peu partout, en fait. Fait que, c'est ça, j'ai commencé mon bac là-bas, puis j'ai eu beaucoup d'opportunités pendant le bac à faire des stages, par exemple, aux îles Galapagos. J'ai eu un prof, James Grant, qui m'a aussi poussé là, à surtout développer mes aptitudes en communication scientifique, vulgarisation scientifique. J'étais son étudiante qui appelait Artsy dans le temps. Ah, OK. C'est intéressant, ça. Je rentrais pas dans le moule pur et dur de scientifique. Il fallait toujours que mes cahiers de labo soient parfaitement cute. Tu sais, quand c'était le temps de dessiner des plantes, des cellules, pour moi, c'était comme faire des œuvres d'art. Puis j'ai toujours eu des aptitudes très poussées en art visuel, là, fait que ça a toujours fait partie de moi. Mais d'être en sciences pures, ça me manquait, fait que je retrouvais cet aspect-là par la créativité de la recherche en se posant des questions, mais aussi par les cahiers de labo, les exposés oraux. Fait que tout ça m'a fait cheminer finalement. J'ai trébuché pendant le bac à faire un documentaire avec Jean Lemire pendant 8 mois à bord du Sedna 4. Fait que ça a été comme une aparté pendant mon bac. Puis quand je suis revenue, j'ai intégré une cohorte à l'ONU à Montréal. Il y a la Convention pour la biodiversité qui est ici. On l'oublie ou on le sait pas. Non, l'ONU, pour nous branche autres, de c'est l'UNEP. loin. Là. Exactement. Bien, il y a un QG à New York, mais il y a un QG pour la biodiversité à Montréal.
Fait que j'ai intégré cette convention-là pendant 3 mois, pendant la période estivale. Et c'est là où j'ai décidé de continuer mes études un peu plus loin. Fait que j'ai ensuite appliqué à la maîtrise en environnement à l'Université de Montréal. C'est la 2e cohorte, donc c'était la naissance des programmes de développement durable. Oui, parce que souvent, c'est à Sherbrooke, genre... Oui, bien même dans le temps, ça existait beaucoup. comme pas, là. Même au bac, j'avais fait un cours en développement durable, mais c'était comme les premières esquisses de c'est quoi, comment qu'on brief ça, comment qu'on enseigne ça. Vous étiez aux encore étudiants. dans le projet pilote ou les balbutiements, oui. Fait que moi, cette maîtrise-là, dans le fond, après être partie de l'ONU, ce qu'elle m'a dit, en fait, c'est qu'il y avait toutes sortes de sphères de recherche qui sont pas nécessairement de la science pure, où les gens excellent en communication, en politique, puis qui font des choses extrêmement concrètes pour l'environnement. Fait que je me suis dit, c'est intéressant. Je pourrais essayer de pousser ça un petit peu plus. Tu as vu une opportunité. Oui. Fait que je suis rentrée à l'Université de Montréal où le programme était complètement moelleux, là. Il n'y avait comme pas de pogne. OK. Fait que j'ai comme pu moduler au gré de mes envies exactement ce que j'allais étudier. Fait qu'exemple, j'ai fait un cours en espèces exotiques envahissantes à l'insectarium avec des profs en insectes. Puis là, tu sais, j'ai des tatous de baleines, de coquillages. Eux, c'était genre des tatous de mouches puis de fourmis, là. OK! C'est genre, on est passionnés jusque ça. dans la Des peau. vrais passionnés, là. Mais tu sais, au lieu de parler d'insectes, ben je choisissais de parler du poisson-lion, par exemple. Attends, c'est quoi un poisson-lion? Ah, c'est une espèce exotique envahissante. C'est pas ceux qui ont comme des... qui ravagent les fonds marins là, sur une très, très grande... Ils ravagent les fonds marins? Oui, bien, ils mangent... ils sont carnivores, fait qu'ils vont manger toutes sortes de poissons jusqu'à faire diminuer la biodiversité là où ils sont vraiment bien établis. Il y en a-tu ici au Québec? Pas au Québec. On est trop au nord, mais avec les réchauffements climatiques, pour la l'instant. distribution, elle commence à s'élargir. Mais même des requins, là, il y a plein de requins qui montent. Il y a eu un requin blanc à Gaspé, genre il y a 2 jours. Oui. Exact. Fait que... Jazz de sequel. Ouais. À percer. Non, ça... faut pas les démoniser. Ils sont essentiels, les gens. Fait que là, tu as fait ta maîtrise en environnement que tu as modulé un peu selon tes préférences. Fait que j'imagine que tu es allé plus dans des préférences de contenu ou de sujets marins. Exactement. Puis, à quel moment est venue l'idée de partir l'Organisation Bleue? Bien, c'est en 2014, le ministère des Relations internationales et de la francophonie a ouvert un stage pour joindre une délégation océanographique à Paris pour la fameuse négociation du traité international, l'accord de Paris. OK. J'ai appliqué, je l'ai eu. Ils m'ont envoyé à Paris. J'étais apparemment la première femme à être envoyée à la Commission océanographique intergouvernementale en 2015. Ouais. Fait que j'ai été vivre là-bas 1 an où j'ai travaillé à côté de grands diplomates. J'ai rencontré genre l'ambassadrice des océans de la Suède, Lisa Svensson. On a serré la main au prince de Monaco. C'était vraiment... c'était très intense. C'est jet set, là. Qu'est-ce qui fait, tu penses que... Bon, OK, 2015, et puis il n'y a pas si longtemps que ça, là. Qu'est-ce qui fait, tu penses, que tu as été la première à être envoyée là-bas? C'est parce qu'il n'y avait pas de femmes dans le milieu en général ou... Je pense que mon profil, en général, était assez atypique pour fitter dans ce milieu-là. Mais il y a une sous-représentativité des femmes aussi en sciences, mais dans le milieu océanographique. Pourtant, surtout. les filles sont meilleures à l'école que les gars. Ah oui, bien 100 Ouais. Après, ça prend aussi des modèles pour inspirer les jeunes filles à entreprendre des carrières dans ces milieux-là. Ouais. Moi, j'en ai pas eu de modèle à part Sylvia Earle qui est arrivée sur le tard. C'est qui Sylvia Earle? C'est une océanographe géniale de la même lignée que Jane Goodall pour les chimpanzés. OK. Elle a fait énormément de percées là, pour la protection du milieu marin, mais surtout la haute mer en contexte d'aire marine protégée. OK. Fait que là, tu te rends à Paris. Je me rends à Paris. Tu habites là 1 an. J'habite là 1 an. Serre la main au prince. Puis, exact. OK. Exact. Puis là, ben, je me rends compte que je navigue comme un petit poisson dans l'eau dans ce milieu-là parce que ben, je suis quand même introvertie. Je suis pas quelqu'un qui est naturellement comme oui, dégêné. Mais je suis étonnée que tu dises ça. Tu as l'air extravertie. Je le suis pas tant. Non. Mais quand je suis à l'aise avec les gens, je le deviens. Puis là, on m'apprivoise. Mais tu sais, on me met dans une gang de 30 personnes. On m'entend pas pendant 3 jours. Puis un moment donné, mon leadership, il émerge. Ah, OK. C'est latent. Tu es en observation. Puis là, tu sors. Exact. Une force tranquille, on pourrait dire. Oui. Je suis pas celle qui parle le plus fort, qui a besoin non plus de faire beaucoup de bruit. Mais quand je parle, normalement, c'est que j'ai quelque chose à dire. Puis j'y ai pensé avant de parler. Pendant 3 jours. Oui, exactement. Le temps que je prenne mon petit courage à 2 mains. Mais non, à Paris, je me suis découvert un intérêt fort pour la conservation.
Puis tout ça par des outils de communication, d'influence. Puis, tu sais, je voyais des organisations comme la WWF qui était aux premières lignes. Pas la lutte, là, sur la... Oui, World Wide Fund. Ouais, non, mais c'est important, non, mais... Oui, c'est important absolument. de le dire. Merci, Greg. Puis, tu sais, beaucoup de femmes à la tête de la direction de ces grandes OBNL-là internationales, des NGO qu'on appelle. Puis je me suis dit, c'est drôle, hein, tu sais, au Québec, au Canada, à l'heure actuelle, on se rappelle en 2015, il y a le Jour de la Terre, il y a la Fondation David Suzuki, la palette de couleurs marketing qu'on m'offre. Exact. C'est le orange, c'est le kaki, c'est le beige. On parle de replantation de forêt. Puis attends, on parle beaucoup de culpabilité, de t'es pas bon, Exactement. puis on va tous mourir. Ça, c'est les trois slogans de base. Puis à cette ère-là, en 2015, j'avais 30 ans, fait que je viens de... Spoiler alert, j'ai 40 aujourd'hui. Petite jeunesse. Mais je me retrouvais pas dans le contenu sur les réseaux sociaux. Il y avait pas vraiment de filles d'Instagram que je trouvais assez proche de ce que je voulais à titre de jeune adulte, mais aussi du contenu qui m'aidait, tu l'as bien dit, à lutter l'éco-anxiété puis qui m'amenait une touche d'espoir, ce que je voyais plus à l'international. Oui, il y en avait plus à l'international. Mais tu sais, la Fondation Surfrider, par exemple, ou même la Fondation Sylvia Earle, c'est tellement beau. Le Sea Legacy aussi, qui est dans la côte pacifique du Canada, avec des images, tu sais, à couper le souffle, des National Geographic ou des Planet Earth, mais qui vont focusser sur le bleu. On en voyait très peu. C'est vrai, c'est vrai. Mais toi, est-ce que tu te qualifies d'éco-anxieuse? 100%. Toi, t'es éco-anxieuse. Ouais. Mais je lutte à tous les jours de ma vie. Comment tu fais? Je nettoie des berges. C'est n'en ça. peut OK, finir. fait que le fait que tu te mettes en action, Oui. pour toi, c'est vraiment quelque chose pour un besoin à toi Ouais. de dire, au moins, je suis en train de contribuer Oui. à la solution. Ça t'aide Exactement. à guérir. Exactement. Mais j'ai une fibre entrepreneur aussi, évidemment. Fait qu'en revenant de Paris, là, je me suis questionnée, je me suis cherchée. Puis j'ai décidé d'intégrer l'École des entrepreneurs du Québec pour... et là aussi, j'étais encore la grande atypique et la bébite de ma Ça, c'était cohorte. pas en Beauce, là? C'est ça? Non, Non, à Montréal. Ah, En fait, Montréal, chaque OK. ville du Québec a un bureau, l'École des entrepreneurs. École des OK, entrepreneurs, parfait. exactement. OK, ouais. C'est ce qui a découlé du concours aux entreprendre. Là. Il y a beaucoup de gens qui passent par Oui, là. oui, là. oui. C'est vraiment une bonne tribune, puis c'est un Oui. super accompagnement là, pour les entrepreneurs. Mais là, moi, où j'étais la bébite, c'est que j'ai décidé de me lancer en affaires à but non lucratif avec une mission et une cause principalement sociale, environnementale. Fait que ça a été difficile d'avoir de l'accompagnement adéquat pour mon projet. Parce qu'il n'y avait personne qui faisait ça. Ben, tu sais, il y en avait, mais au sein de l'École des entrepreneurs, c'était comme une incohérence de dire, non. moi, je monte un organisme à but non lucratif, tu sais. Ouais, parce que c'est pas... En fait, ils forment pas des gens pour faire ce genre de business-là. Exact. Et, Fait que là, on me tu sais, c'est disait... comme un produit ou un service. Exactement. Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu produis? Ouais. Puis là, j'avais Ouais. un plan d'affaires de genre 200 pages où je disais, je vais Il sensibiliser. était beau, ton plan d'affaires. Je vais Tu fait des petits mobiliser. dessins et Oui, tout. Là. Ça, je suis certain qu'il était beau. Et l'art du pitch, Ça, c'était excellent. c'était Je me suis taillé une place à Ose Entreprendre Ouais. dans les premiers 6 mois. Puis quand on a lancé Organisation Bleue, j'avais un fonds de marge de crédit étudiante. J'ai levé 5 000 $ de Love Money, puis that's it, j'ai bootstrappé mon projet dès le départ. Mais attends, là, 5 000 $. Ouais. Vous faites pas d'émissions en catamaran, vous autres, là? Oui. Mais comment on fait avec 5 000 $? Bien, on fait beaucoup avec très peu, puis Je comprends. on développe un réseau qui nous aide à réaliser ces projets-là. Donc, il y a une valeur intrinsèque à l'Organisation Bleue qui est immense, mais on ne va pas payer la vraie valeur des choses pour OK. la majorité des projets. L'as-tu acheté, le catamaran? Non, mais Il est c'est dans prêté. les plans. Ah, c'est dans les ben, plans. Parce que là, on investit énormément dans la location. Oui. Mais là, vient bientôt le besoin d'aller plus D'avoir loin, votre propre plus bateau. grand, puis Ouais. oui, exactement, mobiliser moins de ressources financières ponctuelles, mais le développer à Ben plus oui. long terme. Là, c'est l'entrepreneur qui parle. Oui, mais on avait remarqué, on a vu, ça ressortait. Mais toi qui se promènes beaucoup là, sur le fleuve, là, c'est quoi l'état du fleuve? Moi, quand je le regarde de loin, je me dis, waouh, on est chanceux, il est super beau, mais c'est quoi l'état du fleuve en ce moment? Le fleuve est en profond changement. Moi, ce que je regarde, c'est surtout sa santé sur ses berges. Et je compare souvent ça à un iceberg. Donc, ce que je vois sur le littoral, ce qu'on recense, c'est comme la pointe de l'iceberg. Il y a comme une sous-couche qu'on n'est pas au courant vraiment de l'ampleur de ces enjeux. Après, je ne suis pas spécialiste dans toutes les sphères de l'état du fleuve, mais
on regarde le temps actuel planétaire, je veux dire, la planète se réchauffe, le fleuve se réchauffe. Oui. Il y a de moins en moins d'oxygène. On parle de milieux hypoxiques, là, donc les taux d'oxygène diminuent. Hypoxique, c'est genre, il y a moins Il y a moins d'oxygène, oui, OK. dans la colonne d'eau. C'est quoi qui arrive quand... Là, je m'excuse, ça se peut que je t'arrête souvent pour C'est faire correct. une petite vulgarisation. Qu'est-ce qui arrive au milieu marin quand il y a des zones hypoxiques? Oui, bien, tous les êtres vivants ont besoin d'oxygène Oui. pour vivre. Donc, moins il y a d'oxygène, bien, moins c'est propice à la vie, là. Donc, on voit des déplacements de population dans les lacs, par exemple. On parle de phénomènes d'algues bleu-vert Oui. qui vont littéralement enlever l'oxygène dans les couches profondes. Ça crée des die-out, là. Ça crée de la mort massive faunique, là. On n'est pas là dans le Saint-Laurent, mais... ça peut être très inquiétant de La voir vie est les plus taux... tough dans le Saint-Laurent en ce moment. La vie est plus tough avec moins d'oxygène Puis en aussi, général. je pense qu'il y a comme un débalancement aussi des populations. Exact. Tu sais, comme il y a plus de phoques, fait que là, comme il y a plus de phoques, ben là, ils mangent plus de poissons, donc là, il manque des espèces. C'est ce que j'ai compris, là. Il y a ça, il y a aussi les populations de homards là, qui commencent à se distribuer beaucoup plus vers le sud. Là, on en retrouve jusqu'à 3 pistoles. On en a vu même dans l'expédition cette année. OK. Ils ont Le ouvert... homard de 3 pistoles. Oui, puis ils ont ouvert, je veux dire, la pêche au homard, là, il y a des nouveaux transects devant Sainte-Luce-sur-Mer. Ben voyons. Fait que les bateaux partent de Rimouski pour pêcher le homard. C'était une pêche qui était comme en essai là, cet été. Là. À Sainte-Luce? Oui, puis ça s'est avéré très prolifique. Mais là, Wow. ça, c'est problématique parce que... Bien, c'est des déplacements de population. Ils n'étaient pas là avant, les homards. OK. Donc, si eux commencent à venir coloniser de nouveaux territoires, on peut soupçonner qu'il y a beaucoup de mouvements. Là. Le grand requin blanc qui commence à être vu de plus en plus bas ou haut, là, selon Ouais. comment on interprète Ouais. le Ben, en Saint-Laurent. fait, il part du sud, puis il s'en va là. Exact. mettons. Ça peut laisser soupçonner aussi que le Saint-Laurent est en changement. Ouais. Il y a l'été dernier, le couvert de glace avait été le plus bas jamais enregistré depuis C'est quoi un couvert de glace? la fameuse banquise hivernale. OK. Donc, les couches de glace qui vont se former sur le Saint-Laurent, le Ouais. Golfe. C'est pour ça que les bateaux ne peuvent pas venir en hiver. Exact. C'est pour ça qu'on a des brises-glaces, mais c'est pour ça qu'on a moins de baleines aussi, parce que, bon, il faut qu'elles puissent respirer à la surface. Puis c'est pour ça qu'elles vont migrer à chaque année, là, finalement, pour sortir du Saint-Laurent quand les glaces arrivent. Ouais. Mais on a observé des grands rorquals, là, des mammifères marins tout au long de l'hiver, cet hiver-là. Donc, ça aussi, ça peut être des indicateurs que le Saint-Laurent est en changement. Puis au niveau de la pollution plastique, nous, nos données, évidemment, je vais ramener ça vers ce que je connais. Ben oui. C'est une omniprésence de pollution. Partout où on va, il n'y a pas un lieu qui y échappe. Et souvent, il y a des lieux qu'on va nettoyer qui vont mieux se porter après coup, mais il y a aussi des endroits où on retourne depuis 6 ans et le travail est continuellement à C'est où que c'est le plus recommencer, pollué, là. mettons? Bien, nos données, déjà, ce qui indique, c'est une corrélation avec le tronçon fluvial. Donc, c'est la partie dans laquelle on se trouve ici à Montréal, Trois-Rivières et Québec. Donc, on peut comprendre à travers cette donnée-là que là où il y a des agglomérations urbaines et donc plus d'humains, on va voir un effet direct sur les berges. Donc, les gens vont polluer. Oui. Ou ça va pogner dans le vent une journée de collecte d'ordures. Puis Où là, les gens vont fumer, checker le coucher de soleil, puis Exact. botcher Exact. sur le bord. Ça, c'est un classique. Là. On voit des corrélations aussi qu'on n'a pas diffusées dans le rapport parce qu'il y a trop de choses à raconter. Il faut choisir ce qu'on Mais raconte ouais. aussi Ben oui. dans nos études. Mais avec les usages récréatifs comme la pêche, la pêche industrielle, la chasse, on va voir... Des cartouches. Des cartouches de fusil, exactement, des clopes. On a même une catégorie cannabis et drogue. Donc, qui depuis corrèle la avec des SQDC, il y en a activités plus? récréatives. Il y en a plus depuis Ouais. la SQDC? Oui. Puis là, oui. ce qui est intéressant aussi, c'est que ça devient une étude qui est quasiment anthropologique et Sociologique, sociologique. ben oui. C'est que Clairement. la pandémie a laissé une trace dans nos jeux de données. Évidemment, on a retrouvé des quantités de masques en quantité industrielle, tout ce qui était issu de l'hygiène personnelle, les petites bouteilles de Purell, tout ça. Là, on n'en retrouve plus du tout. Là. Ça a vraiment créé un pic dans le jeu de données. Maintenant, c'est parti. Sauf qu'on sait que ceux qui vont à SQDC aiment se promener sur le bord du fleuve. Donc, c'est des amants de la nature. Ben, on peut En pas gros. leur en vouloir. Fumer un petit joint sur le bord de Fumer l'eau. un petit joint sur le bord de pas l'eau, c'est correct. Mais à la fin, tu mets ton petit paquet dans ta poche, tu C'est le ça. ramènes chez vous. Exact. C'est un emballage, ça peut aller au bac. Mais la légalisation du cannabis, en effet, on l'a vu aussi apparaître sur les berges. Ah Puis oui! là, c'est la sophistication des emballages qu'on voit se multiplier. Fait que ça a commencé par sac de potes, puis là, c'est rendu un pot de 3,5, un tube de pré-roulé, sac à glissière plastifié, sac à glissière laminé. On a comme plein de catégories.
Est-ce que tu as déjà remarqué que quand quelqu'un t'a dit 3,5, tu sais qu'il fume du pot, hein? OK, fait qu'on continue. OK, moi, je veux savoir... fait que là, dans le fond, dans les services que vous rendez dans l'organisation, là, tu sais, là, on entend... ben, tu viens de le nommer, il y a beaucoup de caractérisation de ce qui se retrouve dans le fleuve Saint-Laurent. Ça, c'est une des activités que vous menez avec Organisation Bleue. Mais je pense que tu travailles beaucoup aussi avec le gouvernement. Oui. Pour pouvoir utiliser tes données. Peux-tu nous parler un petit peu plus de ça? Oui. Ben dans le fond, quand on est revenu en 2022 de la première expédition qui était dans le golfe du Saint-Laurent, on allait recenser des berges là, qui n'avaient jamais été mesurées avant. Donc, il y a beaucoup de nos projets qui ont été assez pionniers et fondateurs là, dans l'univers environnemental. On a dérangé aussi, là, parler des déchets de la société. Ah, ça les met gens un n'aiment pas miroir ça. dans la face Ben du monde. non, Exactement. ben Fait non. qu'il y a eu des dossiers qui ont comme été choquants par moment. Puis ben, quand on est allé dans le Golfe, je pense que ce qui a été d'autant plus choquant, c'était d'être dans des lieux vraiment éloignés, dans des paysages, là, mais tu sais, à couper le souffle, entouré de faune d'un territoire, tu sais, tellement méconnu. Comme quoi, mettons? Ben, tu sais, aux frontières du Labrador, là, genre l'archipel Sainte-Marie, il n'y a personne qui sait c'est où. Non, ça doit être loin. C'est à côté de Tête-à-la-Baleine. Ah ben oui, là, tu... La petite maintenant, c'est séduction, clair. là, on est dans la petite séduction. OK. On est là. C'est loin. un bon référent, ça. Oui, Ouais, exact. ça, c'est bon, OK. Mais pas de chaumière. Ouais, Pas c'est ça. d'humain. tu sais. Non, c'est ça. Il y a des macareux moines, il y a des réserves nationales de faune. OK. Puis, C'est un oiseau, c'est un macareux. oui. Merci, Greg. Mais là, on a trouvé des quantités de déchets, tu sais, quand même extrêmement surprenantes. Même s'il n'y avait pas de personnes qui habitaient là. Exactement. Puis, C'est pas le macareux, là, qui se promène avec son sac Ziploc. Non. C'est le macareux voyageur. Exact. Mais ça se peut que le macareux Oui. trouve du 3, plastique 4. puis qu'il le déplace, Ouais. Ben oui. mais tu sais, pas à ce point-là. Qu'est-ce là. qui explique ça? Ben là, ce qu'il explique, c'est ça. Parce que ça, c'est l'histoire, elle s'en Ça vient va là. vers là. Ouais. Mais en gros, quand on est revenu, ben, on avait collectionné nos déchets comme des échantillons. On avait vu beaucoup de choses. On avait tourné aussi. Il y a toujours des documentaristes qui nous suivent. Là, on travaille avec Guillaume Maximilien depuis quelques années déjà. Fait qu'on garde ça là, comme un petit butin, là, ces images-là. Puis ben, ça s'est entendu parce que les médias se sont comme enflammés autour du projet. Peut-être parce que le projet était sexy, peut-être parce qu'il était pionnier, peut-être parce qu'on était toute une gang de filles à faire une expédition Mais vous autres, différemment. c'est juste une gang de filles sur le bateau, là. Bien, on est dans une vision d'inclusivité, bien sûr, donc les gars sont acceptés, mais on est toujours en parité. En fait, on essaie d'avoir tout le temps 75 à 80 des membres de l'équipage au féminin. Plus l'aspect LGBTQ+, Oui, exact, aussi. exact. Fait que Pourquoi ça, cet aspect-là, il est ajouté? Ben déjà, moi, je suis membre de la communauté LGBTQ, puis c'est important pour moi de, offrir un reflet de la société pour inspirer les jeunes filles à entreprendre des carrières en sciences, mais aussi de montrer ça a l'air de quoi, une société qui est inclusive, qui est diverse. Puis là, on parle d'LGBTQ, mais on est aussi multigénérationnel. Fait que je ne mettrai pas à profit uniquement des filles qui me ressemblent, qui ont Ouais. mon âge. Oui, c'est ça. On va travailler, notre plus jeune étudiante avait 21 ans, Rose, et la prof la plus âgée a un petit 56 ans aujourd'hui. On a eu des membres sous-représentés de la diversité raciale. On essaye, c'est ça, de juste avoir le souci de monter un équipage qui est le plus ouvert et représentatif de la société actuelle pour pas montrer des biais. La science peut facilement tomber dans des biais. Ah oui, si, mettons, c'est un bateau juste de gars barbus de 56 ans, il pourrait y avoir un biais. Exactement. Ah oui, ça m'intéresse, ça. Mais là, revenons Oui, parce que au j'aimerais plastique. oui, bien, le gouvernement, ta relation avec Oui, le c'est ça. gouvernement. Bien, fait que je pense que d'une part, le golf, ça a été choquant parce qu'on était très, très loin, mais la campagne journalistique qu'on a eue, la couverture média, on était à 12 millions là, en portée média. Je pense qu'on a fait toutes les chaînes télé, toutes les chaînes radio. Pendant comme 2 mois, on était partout. Wow. Wow. Mais c'était la première fois qu'on faisait une campagne de cette envergure-là aussi. Fait que c'était à se questionner, est-ce que la pollution plastique, c'est vraiment inquiétant aux yeux de la population? Puis la réponse, c'est oui. Là, ça fait partie des grandes inquiétudes environnementales des Québécois, Québécoises. Fait que ça n'a pas été long au retour de l'Expé qu'il y a plusieurs partis politiques qui nous ont contactés, des attachés politiques et même des membres de la loi sur le bannissement du plastique au fédéral.
Fait que le premier coup de téléphone, ça a été ministre Boulris, l'élu de la circonscription Rosemont-Petite-Patrie là, à Montréal. Lui, il voulait nous rencontrer pour savoir justement qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez tourné. Puis là, il faut absolument que vous nous gardiez au parfum. Il y a du potentiel politique derrière ça. Fait que là, déjà là, j'ai dit, OK, c'est cool, mais il faut se structurer avant là, parce que c'est de l'ordre du témoignage quand même, ce qu'on a compilé dans le golfe du Saint-Laurent. Là. On caractérise, mais après, il faut les traiter, nos données, tout ça. Puis après ça, quand le fédéral a téléphoné, là, c'était comme un autre discours. C'était pas juste un intérêt de savoir sur quoi on travaillait. Très rapidement, j'ai compris que le projet de loi sur le bannissement du plastique qu'on parle depuis pré-pandémie ne voit pas le jour parce que le gouvernement s'est retrouvé devant un data gap, qu'il appelle, un trou dans les données. Ils ont mené une grande étude là, qui leur a permis d'identifier que finalement, il y avait peut-être, je vais dire un chiffre aléatoire, là, mais 15 000 études qui étaient sorties sur les microplastiques d'ouest en est au Canada. On a étudié le Grand Nord, l'Arctique. On a mesuré la colonne d'eau, les eaux de surface, les sédiments. Tout dans les microplastiques, les tout petits bouts de plastique. Puis pendant que tout le monde se mobilise sur des navires de recherche dispendieux à faire des carottes, des filets de plancton, avec des appareils océanographiques super complexes puis énergivores, bien, moi, je ramassais des déchets puis je comptabilisais des données avec mes mains, un pad puis un crayon. Ça, c'est les macroplastiques, c'est ça? Exact. Fait que macroplastique, c'est gros. Ouais. Micro, c'est petit. Puis nano, là, c'est infiniment petit. Puis entre les deux, il y a mésoplastique. On commence à travailler cette échelle de grosseur. C'est quoi un mésoplastique? C'est entre le micro puis le macro. OK, mais un moyen. Mais on le verrait à l'œil nu. On le voit à l'œil nu, oui. C'est comme un coin de sachet de ketchup, mettons. Ah! Oh! Ça, c'est on un en méso. retrouve beaucoup, oui. Des coins de sachet de ketchup, tu retrouves ça beaucoup? Oui. Ou des petits coins de bonbons. Tout ce qui est petit emballage que tu enlèves, un petit coin, là, ça, on en retrouve full. Des petits coins. Des petits coins. C'est que Je suis comme fan c'est un de la petit coin. Des classification. Un petit coin. petits coins comme les petits coins de lait, là. Exact. Le sac de lait. Ouais. Exact. C'est vrai que Fait que ça, là- on s'en fout. Tu sais, c'est-à-dire que on s'en fout. Je suis pas d'accord, là, on s'entend. Mais On dirait c'est-à-dire qu'on se que sent moins mal de le jeter Exact. à c'est terre. juste une petite affaire, puis en même temps, c'est que c'est couvert par aucun problème de récupération. Non, c'est C'est trop petit. C'est dans la poubelle, ça risque de s'envoler. Tu sais, je veux dire, pourquoi ça existe? Puis pourtant, en plus, là, les fabricants sont tellement géniaux, là, ils font des petits pointillés. Oui, exact. Pour être sûr que tu aies vraiment un Parfaitement petit coin déchiré. bien fait. C'est ça. C'est quand même- Mais ça s'envole, ça se jette mal, ça se traite pas vraiment, Ouais. mais ça passe très bien dans un drain aussi qui finalement va finir par ressortir à l'autre bout qui est dans notre fleuve. Là. Oh! Ouais. Fait que là, tu parles avec le fédéral, C'est il ça. se met à se poser des questions Oui, sur... bien, le fédéral, en fait, est devant une impasse. Parce qu'avec toute la volonté politique du parti de Trudeau dans ce temps-là Ouais. à mettre en place une loi, il n'y avait pas de jeu de données disponible. Fait que tu veux mettre une loi en place, mais on n'a aucune idée de ça a l'air de quoi, la pollution plastique Ben sur oui, les c'est berges ça. au Canada. Il y a des jeux de données dans l'Ouest canadien qui sont représentatifs de l'océan Pacifique, qui est Ouais. ouvert sur le monde, qui est ouvert sur l'Asie, que les courants sont complètement différents du Saint-Laurent. Et moi, ben, je détenais un jeu de données exhaustif des Grands Lacs jusqu'à Terre-Neuve, qui est l'entièreté du système hydrographique Saint-Laurent. Et là, le gouvernement m'a dit, ben non seulement on a besoin de tes données pour faire face aux lobbies qui veulent moduler la Ben loi oui, selon ben oui, leurs ben propres oui. intérêts. Ben oui. Eux, dans le fond, ce qu'ils m'ont dit, c'est on a besoin de tes données pour justifier qu'on veut bannir une bouteille à usage unique ou un bouchon ou des ustensiles ou des pailles. Puis d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais sur les bouteilles d'eau maintenant, les bouchons sont attachés après les bouteilles. Ça fait quelques mois seulement au Québec. C'est génial. Parce En Europe, qu'avant- ça fait longtemps que Oui. ça, Oui, ouais. mais au Québec, on vient de pogner ça. Parce que moi, j'ai remarqué l'autre fois, j'ai essayé d'enlever. J'ai fait, oh, il est attaché, je suis Ouais. content. Et, ouais, et c'est très bien. Ouais, Exact. non, ça a évolué. Fait que, comme quoi, tu sais, je veux dire, sur 6 ans là, de collecte de données, il y a plusieurs lieux où je me suis dit pourquoi je fais ça là, à ce point-ci. Là, tu sais, j'ai financé des tournées de nettoyage un peu à l'arrache ouais. à chaque année. Ben ouais. Après ça, il y a eu une pandémie qui a vraiment tout Ouais, freiné. Ça a ça. dû être tough pour toi, la pandémie. Ben oui, tu sais, j'avais le vent dans les voiles. Là. C'est Je le cas de le travaillais dire. avec multiples organisations. J'avais des partenaires financiers importants. Mais là, avant que tout ça arrive, comme justement tes partenaires financiers, toi, dans le fond, tu avais des commanditaires pour Ouais. tes tournées, puis eux utilisaient ces données-là
à fin de recherche? C'était quoi ton modèle d'affaires? Oui, c'est une bonne question. Tu sais, au départ, j'avais pas accès à des modèles de subvention. Il fallait que je me fasse mentorer, il fallait que je fasse mon chemin aussi. Là. On dit que ça prend une 60aine de demandes de subvention avant d'en acquérir une. Ouais. 60 demandes de sub, c'est à peu près 6 ans de travail. Là. Ben oui. Puis Fait pour qu'il fallait... avoir 25 000. Là. Exact, c'est ça. Ouais. Fait qu'il fallait faire nos preuves. Mais tu sais, rapidement, il y a des entreprises comme... Je veux pas les nommer, là, parce que je travaille plus avec eux aujourd'hui, mais des entreprises de breuvage, mettons, qui ont que des emballages en aluminium, qui veulent faire valoriser leur démarche environnementale, ou même qui ont un peu dans le modèle de 1% pour la planète, un modèle d'affaires qui est coopératif ou avec des quotas sociaux ou environnementaux, qui vont redonner une partie de leur profit à des organismes à but non lucratif. Fait que toi, tu devenais une de ces organisations-là. Exactement. Fait que c'est venu plus l'aide par le privé au début. Oui, et encore aujourd'hui, là, je travaille encore main à main avec plusieurs partenaires privés, beaucoup d'administrations portuaires, des agences touristiques comme Promotion Saguenay, qui, eux, vont vraiment bénéficier de visibilité. Je vais leur fournir des indicateurs qui vont mesurer combien de plastique on a ramassé dans l'année. On va les accompagner aussi à simplement devenir meilleurs en faisant de la sensibilisation, de la mobilisation citoyenne ou en s'imbriquant vraiment dans leur communauté pour avoir un impact local. Comment, mettons? Exemple, à la baie au Saguenay, on travaille avec le port de croisière international qui reçoit des centaines de navires de l'international à chaque année. Avec eux, on va faire 3 à 6 corvées de nettoyage annuellement. On va travailler avec une dizaine d'écoles primaires, secondaires. On va donner des conférences grand public aussi. Ils ont même été jusqu'à financer une partie de l'Expédition Bleue, notre deuxième expé qui partait de chez eux. Et là, on va présenter des expositions d'art visuel à chaque année avec les déchets qu'on va ramener. Ah, ouais. Fait qu'on propose des expériences qui vont sensibiliser autour de 120 000 personnes par année qui vont transiger par le pavillon des croisières. Parce que tu arrimes ça, en fait. En fait, c'est ce que t'es, la science et l'art. Ouais. Exact. Et dans une vision vraiment de circularité, même au sein d'un modèle d'affaires. Fait que chaque sou va être injecté, évidemment, dans la mission, mais même ce que je vais ramasser sur les berges, que ce soit des données ou des déchets, je vais m'en servir pour les transformer puis raconter une histoire qui est plus positive que juste la fin de vie d'un déchet. Oui, parce que c'est triste aussi, tu sais, de voir ça. Comment tu arrives pour amener ça de façon positive? Ça, c'est la question qui tue, là. Ouais. Tu sais, on était à l'île aux Lièvres cette année. Il y avait... C'est dans quel coin, ça, l'île aux Lièvres? L'île aux Lièvres, c'est en face de Rivière-du-Loup. Okay. C'est une île là, dans les îles de l'estuaire du Saint-Laurent. Parce que là, rappelle-moi, l'estuaire, comment ça se déploie, le fleuve? Là, on est dans le tronçon fluvial, donc on est en eau douce. Le fleuve est très mince aussi à la hauteur où on se trouve. Point important, on est sur une île à Montréal. On l'oublie. Oui, tu as raison. C'est une île en plein cœur du Saint-Laurent. Et là, plus on avance vers Québec, quand on arrive vers l'île d'Orléans, l'eau va commencer à devenir un peu plus salée. Donc là, on va entamer l'estuaire fluvial qu'on appelle. Et ensuite, plus vers la hauteur de Cacouna, ça devient l'estuaire maritime. Et là, on tombe un petit peu plus dans un milieu marin. Merci d'avoir expliqué parce que tu nous shoots ça, puis je suis comme, je sais plus où je suis, là. Ça aide. Mais l'île aux Lièvres, on est dans l'estuaire maritime, donc on est en milieu marin. Il y a des phoques, il y a des éders à duvet. C'est une île qui est magnifique et très bien préservée par la Société du Vénard, qui veille vraiment à garder la faune comme un refuge faunique là-bas. Puis, il y a des berges, évidemment, insoupçonnées, où nous, on est rendu comme expertes à aller chercher là où il y a des problématiques. Fait qu'autant que ça a l'air super propre, nous, on va travailler dans la ligne de banquise côtière qu'on appelle, qui est, exemple, la plage, là. C'est une belle bande de sable. C'est pas là que c'est sale. Non. Ça va être derrière l'espèce de talus. Ça va être souvent rempli d'églantiers. Ça va être comme un bosquet ou même une dune. Plus loin dans les terres. Exact. C'est là. À la limite de la forêt. Puis là, on va trouver des accumulations souvent assez démesurées puis qui sont là depuis extrêmement longtemps. Fait que là, ce que tu dis, là, c'est que dans le fond, ces plastiques-là se retrouvent dans l'eau. Puis à un moment donné, ils se retrouvent sur la berge. Puis le vent les tire un petit peu plus loin sur la terre. C'est ça qui se passe? Le vent, les marées, les aléas environnementaux, les grandes marées, puis aussi la glace en hiver qui va venir fracasser puis pousser dans cet arrière-talus qu'on appelle en jargon. Puis ça reste là, dans le fond. Ça se ramasse là. Oui, puis là, la flore va se mettre à pousser à travers ça, puis on dirait pas que c'est là, mais c'est là.
Fait que vous savez qu'il y a ces endroits-là là, qu'il faut aller nettoyer et Exact. caractériser pour savoir. Puis là, on appelle ça des mannes de déchets. Puis quand on tombe sur une manne, on devient tout excité. Puis là, plus on a une bâche remplie, plus on est contente. Puis là, des fois, on trouve des artefacts là-dedans, puis là, on se met à capoter. Puis là, cette journée-là, on avait une particulièrement bonne récolte. On avait même trouvé des artefacts. C'est quoi, mettons, un artefact? Là, Un objet qui est tellement vieux, là. Ouais, c'est mettons ça, quoi? mettons, un exemple. Une bouteille de la contrebande qui venait de la Pologne, des petits jouets pour enfants, mais qui datent des années comme 40, 30-40. Gardez-vous tout ça? Oui. Qu'est-ce que vous faites avec les cochonneries, mettons? Les affaires que... Qu'est-ce que vous faites avec le plastique à la fin? C'est pas des cochonneries. Non, mais... Mais là, attends, avant, OK. la journaliste en question, quand on s'est retrouvés devant notre bâche, elle s'est mise à pleurer pendant qu'on était tous excités puis qu'on riait parce qu'on avait trouvé genre un petit bonhomme médiéval. Puis là, ça m'a comme frappée, tu sais, j'ai dit « Ah, on est tellement désensibilisés, c'est vrai que c'est choquant la situation dans laquelle on est en ce moment. Ouais. Puis on se réjouit devant une bâche pleine de déchets puis un protocole extra complexe. Parce que vous êtes comme, nice, on va pouvoir nettoyer ça. Oui, mais tu sais, il y a une part d'excitation aussi dans le travail Des qu'on fait. trésors trouvés. Exactement, Là, ouais, c'est ouais, ça, tu sais, puis on le fait depuis 7 ans, fait qu'il y a Ouais. vraiment une désensibilisation. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que quand la saison terrain finit puis qu'on en recommence une nouvelle, il y a comme un vertige, là. Il y a un épuisement aussi parce que le travail est à recommencer sans cesse. Oui, tu sais. parce que tu dis, je retourne au printemps prochain, mettons, puis c'est rebelote, là. Exact. Puis de là, pourquoi je mets autant d'importance D'efforts. dans l'influence politique, puis faire changer des projets de loi, puis faire changer les mentalités. Puis on travaille avec des gestionnaires chez Parc Canada, par exemple. On travaille avec le Parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Puis c'est vraiment un travail de continuellement avoir à convaincre les gens qui travaillent à prendre des décisions pour faire reconnaître la pollution plastique comme un réel enjeu puis une vraie crise. Parce qu'à l'heure actuelle, on va mesurer l'érosion côtière, on va mesurer la température de l'eau, réchauffement de l'eau, le niveau d'oxygène, on va mesurer les animaux, on va protéger les espèces en péril. Mais ça, c'est toute la nature. Mais on tandis que ramasse l'autre, pas. c'est l'humain. Tu sais, c'est parce que tout ce que tu viens de nommer, là, température, blablabla, c'est la nature. Mais pourtant, c'est là, ça fait partie du Oui, paysage. Et c'est oui. tellement bien imprégné, puis c'est tellement présent qu'on en retrouve partout. Là, on revient des îles de l'estuaire dans les réserves nationales de faune, où on a vu des milliers de nids de goélands, d'éders à duvet, puis il n'y a pas un nid où on n'a pas retrouvé des pailles, des brindilles de plastique. On a même une photo, c'est un crayon Bic là, qui est rentré dans le nid comme si c'était une brindille. Ah, ouais. Fait que je veux dire, l'impact... Parce qu'ils vont le chercher pour construire leur nid. Exact, exact. Puis les objets de plastique sont légers, c'est coloré, c'est comme la proie parfaite. Combien de fois on a vu des oiseaux en feeding frenzy, là, c'est comme ils deviennent tout excités de se nourrir, puis là, ils ont faim, puis ça crée comme une grande frénésie autour de l'eau, puis ils sont là à se battre un bout de styromousse, tu sais. Ah, ouais. Fait que ça, c'est chez nous. Et si c'est dans le Saint-Laurent, ben ça peut être un indicateur que, notre courant marin envoie tout vers l'Atlantique. Donc, ce qu'on retrouve dans le Saint-Laurent, c'est nos déchets. Ça vient pas d'ailleurs. C'est pas comme être à Vancouver où il pourrait y avoir des marées qui proviennent de l'international. On dit que c'est de la faute au Japon. Exact. Mais C'est ici, c'est de la faute à nous-mêmes. Fait que le Saint-Laurent, déjà, c'est un laboratoire extrêmement important pour nous. On dit aussi que 80 de la pollution dans les océans provient des fleuves et des rivières à l'intérieur des continents. Donc, là, notre lunette, on commence à comprendre c'est quoi la pollution dans le Saint-Laurent, là où il y a des agglomérations. On commence à voir des tendances aussi avec des périodes de l'année, les saisonnalités, évidemment. Il y a des angles où on va retrouver plus de matière que d'autres. Dans les îles de l'estuaire, par exemple, il y a plus de déchets sur les versants qui font face à la Côte-Nord plutôt qu'au Bas-Saint-Laurent. Fait qu'il y a des trucs comme ça qui sont moins intuitifs, qu'on commence à comprendre plus les dynamiques. Mais on commence aussi à regarder l'Atlantique, à se dire, bon, mais là, ça, c'est ce qu'on retrouve ici, mais encore une fois, l'iceberg. Ouais. Si ça, c'est la petite quantité qu'on retrouve au Québec ou à travers le Saint-Laurent, là, même dans les provinces maritimes, à combien de proportions de nos déchets vont aller coloniser, entre guillemets, le gire Atlantique Nord, ce fameux tourbillon continent de plastique qui tourbillonne comme finalement un au continent, large. on dit c'est le 6e continent, je sais pas quoi. C'est ça. On parle beaucoup de celui dans le Pacifique, mais ouais. chaque océan a son continent son. de plastique. Mais là, avec ça, dans le fond, toi,
ton but ou un de tes objectifs, c'est de pouvoir mettre en place des politiques ou des mesures ou travailler avec le gouvernement pour mettre des mesures pour essayer de réduire la production de plastique, j'imagine? C'est comme de plein front, là. OK. Ça, c'en est une des catégories dans lesquelles il faut absolument mettre la pression, qui est une catégorie qui fait un peu peur, là, parce que c'est le lobby, puis bon, on veut pas nommer des grandes marques. Mais tu sais, je veux dire, les données ne mentent pas, là. Les items les plus retrouvés, c'est les mégots de cigarettes, c'est les bouteilles d'eau, les pailles, les ustensiles. Les verres, le les café. verres, exactement, de marques canadiennes. Toujours. Ouais. Puis, des breuvages. Mais je pense que tu disais tantôt aussi que la production de plastique, on pense en tout cas, moi, dans ma tête, elle allait réduire parce que, justement, on réduit la consommation à usage unique, les produits à usage unique. Mais ce que tu dis, c'est que non, elle est en en croissance, même exponentielle. Exponentielle. Donc, c'est quoi les chiffres, tu me disais tantôt? En ce moment, on produit 400 millions de tonnes de plastique par année à l'échelle mondiale. Produit. On dit que ça va tripler d'ici 2050. On est de l'ordre du 1200 millions de tonnes par année, qui est comme un chiffre, moi, que je comprends même pas à quel point c'est grand. Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est que si on pense qu'il y en a beaucoup maintenant, je veux dire, on le remplit tout notre bac de recyclage à chaque semaine. Là, puis à chaque semaine, moi, je suis même surprise de voir à quel point c'est trop de plastique. Il me semble qu'on n'en produisait pas autant qu'avant. Bien, la vérité, c'est qu'on n'en produisait pas autant. Le suremballage, on va lutter le gaspillage alimentaire. Tu sais, c'est pas tout démoniaque, le plastique. Non. Là où la facture environnementale est complètement non logique, là, que ça fait vraiment pas de sens, c'est que le plastique à usage unique va servir pour moins de 15 minutes, mais une bouteille d'eau va perdurer 450 ans dans l'environnement. Ouais. 15 minutes, 450 ans, on n'est pas là, ça fait pas de sens. Ouais. Puis c'est pas parce que la bouteille d'eau est consignée que ça va régler le problème. Là, exactement. Là, nos taux de recyclage aussi, là, on dit mettre des plafonds de production pour réduire à la source, mais il faut aussi augmenter nos taux de recyclage. Là, on est à 9 du plastique seulement qui est recyclé au Canada. 9% de ce qui est vendu. Exactement. Fait que là, le problème, c'est que il y a des plastiques qui sont vendus, qui ne sont pas conçus pour être recyclés, puis il y a des plastiques qui sont jetés plutôt que de mis au bac bleu. Fait que tu sais, c'est ce qui fait que le chiffre fait peur, mais en même temps... C'est un item sur 10. Un item, oui. Dans le bac. Mais en même temps, quand tu jases avec des spécialistes de l'emballage, ils vont te dire, oui, mais grâce au plastique, on préserve le produit, puis bon, l'emballage, c'est 5 du poids environnemental, 95 c'est le fait de produire la cocon, je te donne un exemple. Fait que tu sais, c'est comment, tu sais, c'est pas noir ou blanc, il y a comme des nuances dans tout ça. Mais ça serait quoi, mettons quelqu'un nous écoute aujourd'hui, là, puis tu te dis, moi, je vais te donner 3 conseils pour qu'on réduise ça en amont. Ce serait quoi les 3 conseils aux citoyens pour réduire... Aux citoyens? Oui, ce que toi, là, t'es pogné pour nettoyer tous les années. Mais c'est une question que je trouve complexe parce que remettre la responsabilité entre les mains des citoyens sans tomber dans la responsabilité du citoyen, juste genre, si tu veux aider pas, genre, c'est de ta faute. Mais c'est pas dans ce sens-là. C'est peut-être ça la problématique, c'est que, OK, oui, la sensibilisation puis l'éducation du citoyen, mais en haut de ça, justement, les mesures gouvernementales puis la responsabilité gouvernementale qui doit être mise en place, c'est peut-être là où on n'a pas le courage politique de faire des choix. Mais moi, je peux te dire qu'on en met en place beaucoup de choses sur plein de choses en environnement, puis c'est souvent le citoyen qui fait dérailler l'affaire. Tu sais, c'est l'utilisateur. L'utilisateur, mettons, tu achètes un verre de Tim Hortons, moi, j'ai le droit de le dire, OK? Tu bois ton café, OK? Si moi, je prends mon verre puis je le mets dans mon bac bleu à la fin, c'est sûr que le carton va être recyclé chez Sustana, ici, au Québec. Si je le laisse sur le bord du fleuve, c'est quasiment sûr que c'est ta gang qui va le ramasser. Ouais. C'est quoi la différence entre les deux scénarios que je viens de te donner? Tu comprends? C'est juste ça, sans tomber dans la culpabilisation. Oui, sauf que si on arrêtait de mettre autant de produits d'emballage entre les mains du consommateur, que si le consommateur n'avait pas le choix de se tourner vers le vrac ou le moins emballé... La tasse réutilisable. Exactement. Ben, on ne serait plus dans un débat. On serait dans une logique qui est basée sur la science, sur des principes de précaution, comme on a fait avec le traité de Montréal en 1987, où on a dit, on met la hache là-dedans, c'est terminé les CFC, les aérosols, le spray net, terminé, mesdames. Le trou de la couche d'ozone a réduit. Exactement. Ouais. Fait que c'est la même chose pour le plastique. Je ne pense pas qu'on doit impliquer tant que ça les citoyens et citoyennes, plus que leur offrir des alternatives. Puis ça va venir avec de l'innovation, imposer des plafonds, puis juste revoir notre relation au plastique, parce qu'en ce moment, on s'en sert pas de façon absolument raisonnée. Regarde, je vais te donner un autre exemple.
il y a un règlement dans la ville de Terrebonne sur les plastiques à usage unique. Oui. Les plastiques à usage unique sont interdits. Puis quand tu vas commander en salle à manger, ils vont te donner dans une assiette réutilisable. Savais-tu que 90% des gens disent que c'est take-out juste pour ne pas se taper l'assiette réutilisable? Ah ouais, hein? Ah ouais, hein? Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le facteur humain. On a, dans la base de données, nous, on voit aussi la réglementation de la mairesse Valérie Plante qui est passée sur le plastique à usage unique en restauration. Oui. On est allé mesurer le canal de la Chine quelques fois depuis que le règlement est passé et en amont. Fait qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on a commencé à nettoyer un site qu'on aime bien. Puis on a vu qu'il y avait comme une progression, puis il y avait des choses qui changeaient avec le temps. Fait que notre base de données devient aussi une empreinte un peu fossilisée de la façon dont on vit. De qu'on consomme, oui. Fait que ce qu'on voyait avant, c'était énormément de paille, ustensiles, tout ce qui est plastique à usage unique autour d'un pique-nique, tous les petits casse-croûtes commerce, la crèmerie pas loin autour du canal de la Chine. Et quand le règlement est passé, on ramassait autant de paille, autant d'ustensiles, autant de contenants, mais en matière biodégradable. Voilà. Ce qui indique que le consommateur n'a pas changé ses habitudes, mais sa facture environnementale à la paille, la fourchette, on est de l'ordre de quelques semaines au lieu de 150 ans à perdurer. Mais tu le ramasses pareil. Tu sais, c'est parce que l'idée de compostable dans la tête des gens, c'est magique. Tu sais, mais moi, je peux surconsommer parce que c'est compostable. Comme je peux surconsommer parce que c'est recyclable. Mais l'enjeu, c'est qu'il y a tout le temps quelqu'un qui est pogné pour faire la job pour toi. Tu sais, c'est-à-dire que ce soit le centre de tri, la plateforme de compostage, ou toi et ta gang, il y a quelqu'un qui ramasse pour quelqu'un, alors que si on le mettait dans le bon bac puis on gérait mieux nos matières, peut-être, tu sais, mettons que ça t'enlèverait 10 % de job, mettons. T'enlèverais encore bien en masse. Oui, ça, c'est parce que le fleuve, il a l'air plein. Oui. Je vais profiter de cet aparté que tu as fait, Greg, pour parler de... Hey, c'est tellement un lien qui est bon, là! Parce que, dans le fond, notre partenaire présentateur de Ça va mieux qu'on pense, qui est Enviro Connexion, demande à tous nos invités qui a été, le moment, on appelle ça le moment connexion. Donc, qui a été vraiment une source d'inspiration pour toi ou qui t'a donné le vent dans les voiles, qui t'a donné le coup de pouce qui t'a influencé grandement dans ta carrière, si je peux dire ça comme ça. Ou ça peut être personnel aussi, là. Je pense qu'à l'ONU, même à l'école, des profs, là, déjà en partant, là, je réfléchis, oh my God, j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Puis, beaucoup d'amis qui m'ont supporté aussi, mais je dirais des professeurs déjà, qui, malgré mon atypisme flamboyant... Oui, mais ça attire les profs, là, mon atypisme. Ouais, je sais pas. Ça les challenge. J'étais pas la plus assidue à aller à mes cours. Puis... Mais oui, quelques profs, évidemment. Puis à l'ONU, quand j'étais à Paris, là, mon superviseur, Alejandro Iglesias. S'appelait-tu vraiment de même? Il n'y a pas un nom plus typique qu'Alejandro. Oh my God! Mais lui a été un mentor vraiment hors pair. Là. Il m'a accompagné dans toutes les grandes délégations qu'on a visitées ensemble. Puis ça a été quelqu'un de très inspirant aussi qui m'a vraiment ouvert un champ des possibles, là, qui m'a fait croire que tout était possible quand il mettait de l'ambition et de la vision. Puis tu y as cru. Ouais. C'est quoi, tu penses, qui est possible, justement, avec Organisation Bleue? Là? Qu'est-ce que vous tentez de mettre en place pour améliorer la situation? Là, rien de moins que vaincre la pollution plastique Rien de dans moins. l'est du pays. Après ça, c'est probablement d'inspirer la jeunesse à avoir un petit peu plus de positif dans l'environnement, mais peut-être aussi montrer qu'on peut se mobiliser pour l'environnement de plein de façons qui sont pas très compliquées, là. On s'entend que fondamentalement, je fais des nettoyages de plage, là. Ouais. Tout le monde peut faire ça, c'est très accessible. Tout le monde peut faire son bout. Mais on est tellement déconnecté de notre environnement que même ça peut avoir l'air compliqué parfois dans une routine quotidienne où tu te retrouves en vacances et tu te dis, je vais aller faire un nettoyage. Mais non, tu vas passer une journée à la plage, tu amènes ton petit sac puis ça fait du bien de prendre action. Mais ça, c'est comme de décomplexer un peu ce mouvement-là puis de montrer qu'on peut tous mettre les mains à la pâte. Oui, puis même n'importe où, pas nécessairement le fleuve, mais tu vas en vacances n'importe où. Tu t'amènes un sac, tu t'en ramasses juste une coupe, ça peut aider parce que, tu sais, la Terre est ronde, hein? Fait que le plastique du Québec peut se retrouver en Australie le demain matin. Tout à fait. Effectivement. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait
Bien, tu dis justement parler de façon positive. Comment toi, tu le fais concrètement? Est-ce que vous faites de l'éducation? Tu nous en parlais un petit peu aussi là, de comment tu essaies d'être plus présent auprès des jeunes dans certaines régions. Oui. Qu'est-ce que vous faites concrètement avec l'Organisation Bleue? Déjà, on va communiquer énormément en ligne. Donc, on va rejoindre des plateformes de communication comme TikTok, Instagram, Facebook pour Vous avez un compte TikTok? Oui. Ça s'appelle comment? Organisation Bleue. Facile de même. Allez vous abonner. Simple de même. Simple de même. Organisation Bleue. On n'a pas beaucoup de followers. On commence à le populer. On va booster ça. À dompter la bête. Est-ce que vous mettez plus des suivis de vos expéditions ou c'est vraiment de l'éducation pure? C'est quoi exactement le contenu qu'on y retrouve? Toutes ces réponses. C'est comme un billboard à événements. Fait qu'on va partager tout par là, tous les événements qui ont lieu, là, les nettoyages sur une berge près de chez vous, qu'on dit. Oui. On va aussi annoncer, on produit un festival une fois par année, la Semaine de l'Océan Québec. Oh, OK. C'est quand? C'est la première de juin, du 1er au 8 juin. OK. C'est un mouvement qui est pan-national. C'est né au Canada et le Québec a son hub officiel grâce à l'Organisation Bleue depuis 2018. OK. Wow. Donc là, puis on va communiquer toutes sortes de retombées, évidemment. Là, quand on traite nos données, on produit un rapport annuel sur le portrait de la pollution plastique. On va créer toutes sortes de petites capsules vidéo. C'est ça, dépendamment du public qu'on veut rejoindre, on va essayer de communiquer différemment pour toucher le cœur des gens. C'est qui répond au monde sur les médias sociaux chez vous? Moi, Laurence ou Malika. OK. Fait que vous répondez. Oui, toujours. C'est bon, ça. Avez-vous beaucoup de questions? Quand même, souvent, ça vient par phase selon ce qu'on fait. Là. Exemple, au printemps, les gens vont souvent nous écrire des régions pour dire « telle plage est super polluée » ou « j'ai trouvé un spot qu'il faudrait que vous veniez ramasser ». Des fois, on va... C'est spécial quand tu y penses. Au lieu de... comment dire? Je veux pas chicaner la personne qui vous écrit parce que je trouve que c'est un bon geste quand même, mais tu sais, au lieu de se mobiliser dans la ville ou dans le quartier, on envoie une organisation. Puis je dis ça, puis je me parle aussi là, en même temps, là, mais... Oui, toi, t'habites sur le bord du fleuve? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? T'as-tu déjà ramassé des affaires sur le bord du fleuve? Quand je vois des déchets à terre, je les ramasse. Oui? Oui. Mais des fois, c'est des dépotoirs clandestins, là, on va dire le mot dépotoir, ça, là, où les gens vont nous écrire, puis c'est genre, il y a des pneus, des chars. Les pneus, c'est un classique. Des rivières, là, c'est pas rare. Tu sais, on plonge souvent, là, le Bassin-Louise à Québec, on le nettoie depuis 2020, puis on doit être rendu à 10 tonnes de sortie du Bassin-Louise. Attends un petit peu, parce que là, tu nettoies dans l'eau aussi, parce que tu parlais des berges, mais tu plonges aussi? Oui. Bien là, ma passion plongée revient au galop, évidemment. Fait que oui, on nettoie en milieu marin aussi depuis très longtemps là, déjà. Là. Fait que tu vas chercher ça dans le fond. Oui. Puis on a sorti toutes sortes d'affaires là, qui font aucun sens. Y avait-tu des artefacts? Oui, son en trop. Oh, comme quoi, toujours. Ben, tu sais, des fois, c'est des petits bouts de porcelaine. Des fois, c'est des vieilles pièces de moteur. C'est sûr qu'il y a des qualités d'artefacts, là. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais voir être mis en place à court terme là, pour aider à agrandir votre impact? Qu'est-ce qui vous aiderait, tu sais? On a quand même un bon impact. Je pense pas qu'on pourrait grossir vraiment plus. Tu sais, justement, ma vision d'affaires, je veux pas qu'Organisation Bleue, ça devienne une multinationale. OK. Je l'ai quand même partie comme une business lifestyle. OK. Je voudrais pas une équipe de 30 personnes. Je pense. C'est quoi une business lifestyle? Excuse-moi, là. C'est parce que j'essaie de réfléchir à ça. C'est-tu genre, je travaille 8 mois, je fais du surf le reste? Non, c'est quoi non, un business lifestyle? Je travaille à l'année, mais c'est un peu comme une entreprise familiale qui va arrêter de grandir là où elle soutient l'équipe qu'elle nourrit, dans le fond. Oh, c'est intéressant, ça. Fait que là aussi, j'ai pas une vision de capitalisme à n'en plus finir, qu'il faut que je grandisse puis devenir avec une équipe de 30 personnes. Pour moi, c'est gage de succès à l'échelle où je suis rendue. J'ai 5 employés, moi-même. On se paye tous des bons salaires. On fait notre mission. On travaille très, très fort. Les vacances font du bien, puis on est fiers de ce qu'on fait quand on voit le rapport annuel sortir. Mais c'est ça, je voudrais pas que ça devienne tellement gros non plus, que ça soit très, très lourd à porter ou qu'on... Oui, que ton quotidien, ça soit de gérer des colonnes de chiffres plutôt que de faire ce que t'aimes. Ou que je me mette à funnel du cash qui provient d'entreprises que finalement, j'ai pas vraiment de relation avec Mais tu as besoin eux. de ça parce que tu as 30 employés à payer. C'est ça.
Exactement. OK, Puis là, je ça comprends. deviendrait impersonnel, puis pour moi, ça deviendrait incohérent avec la mission environnementale dans laquelle j'œuvre. OK. Fait que ma vision à long terme, je dirais, c'est plutôt au niveau de l'influence qu'on va avoir sur la loi sur le bannissement du plastique, sur les collaborations transfrontalières à faire entre les nations qui bordent l'Atlantique. Puis juste au Québec ou dans l'est du pays, réussir à convaincre les hautes instances de garde faunique, gestionnaires de la faune, des ressources naturelles, ou même le gouvernement du Québec, que la pollution plastique sur les berges et dans le Saint-Laurent, c'est réel. Là, ça serait comme check, Est-ce que ma tu es en train de job est dire que faite. le gouvernement du Québec, il comprend pas ça? Il y a comme une variabilité entre nos instances politiques, là, autant que le fédéral est tout oui, super dadon, puis très sensibilisé, autant qu'au Québec, on n'a pas le même genre de lien, pas la même relation. OK. Je veux pas dire que le Québec n'est pas présent, ils sont très présents, là. On a travaillé dans une aire protégée cette année spécifiquement avec le ministère de la Faune et de la Flore. Mais tu sens qu'il y a une différence. Oui. Il n'y a pas la même ouverture, mais tu sais, le projet de loi aussi est strict au fédéral, là. Puis après, Carney vient de passer, on attend encore les budgets. Ouais, là, on fait que ça sait aussi, je sais pas si le fédéral, demain matin, va être autant d'adons, là. Ouais, ça dépend si ça va déplaire à Trump. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la technologie pour nettoyer les océans? Tu sais, il y a Ocean Cleanup. Sherbrooke a développé le Hula One. Ouais. Bon, tu penses quoi de ça? Est-ce que ça peut vraiment nous sauver? Ça dépend quoi. Ocean Cleanup, ils ont des top données de succès, là, gage de succès dans des tributaires comme en Jamaïque. Ils mettent des genres de murs de bulles, des espèces Ouais. de barrières physiques. Ouais. Le Saint-Laurent, c'est tough, tu sais, c'est large, c'est vaste, c'est un corridor maritime aussi. Fait qu'il y a des trucs qu'on pourrait pas mettre en place On pourrait ici. pas mettre une barrière en bord du fleuve, Non. tu sais, dans le fond, c'est trop Il faut grand. faire attention à ces business-là qui ont des millions de dollars pour communiquer Ouais. leur percée. Ouais. Tu sais, Boyan, quand il a lancé son premier prototype pour nettoyer le continent de plastique dans le Pacifique, c'était littéralement comme un launch de showbiz, là. Il avait loué un amphithéâtre, puis là, c'était comme, il y avait de l'éclairage, de la pyrotechnie, tu sais, c'est genre, Ouais. OK. Ouais. Genre, C'est super. Ouais. T'as pas cette ambition-là, toi, avec Organisation Bleue? Bien, c'est sûr qu'on veut résoudre la problématique, mais je pense pas que la problématique peut être prise autant dans un angle que ça, tu sais. C'est les Ocean Cleanup de ce monde, c'est nous, c'est les citoyens, tout le monde ensemble qui Ouais. vont vraiment amener des solutions. Ouais. Faut pas mettre trop le spotlight sur Je comprends. une personne ou une initiative. Ou la One, c'est super. J'ai travaillé avec les gars quand ils ont lancé leur premier prototype. Tu sais, C'est au quoi Québec, le prototype en passant? ben, c'est comme une espèce de pompe là, qui va OK. filtrer par décantation le plastique de sédiments organiques. OK. Sauf que pour ça, ça prend des berges ultra contaminées par le méso-microplastique, ce qu'on ne retrouve pas partout au Québec. OK. Fait que ça se veut très prometteur Ils ont fait ça à Hawaï, certains je sites. pense, Exact. Où là, il y a vraiment beaucoup de fragments de plastique mélangés dans le sable, ce qu'on voit comme moins ici. Fait que, Mais au Mexique, il y aura de la job. oui, bien, à plein d'endroits, il y aurait de Ouais. la job, mais c'est pas adapté nécessairement à tous les types de terrains. On s'imagine le littoral comme une grande plage, mais au Québec, il y a des plages de galets, il y a des plages Ouais. rocheuses, il y a même des plages forestières. Ouais. Fait que c'est ça, là. Tu sais, c'est comment adapter ces technologies-là. C'est pas un one size fits all, en fait. Fait que, ben, il y a beaucoup d'espoir dans ces entreprises-là. C'est merveilleux que ça aille de l'avant. Tu sais, nous, on a installé une Sea-Bin, qui est un brevet australien dans le port de Québec. Une Sea-Bin, c'est comme une poubelle de espèce mer? de poubelle, oui, exactement, qui va dans l'eau, là, puis elle s'assoit à la surface. Puis ça crée une espèce de courant, puis là, ça ouais. récolte les débris qui flottent à la OK, surface. puis ça marche. Non, c'est ça le point. C'est Ah, OK. on l'a mis, là, c'était 1 an, puis là, c'était comme trop big, elle se remplissait tout le temps, puis là, il n'y avait pas assez de main-d'œuvre. Le gardien de la marina, il a capoté, ils l'ont sorti de l'eau, puis il n'est plus là. Là, cette année, on a installé un collector. Il y en a un à Rimouski, là, on a installé un à la baie avec notre partenaire. Puis là, ça, c'est très cool, ça récolte le mésoplastique en eau de surface. Oh, OK. Le protocole est moins laborieux aussi, puis la machine est beaucoup plus grosse. Mais, tu sais, le point étant que
toutes ces technologies-là sont très porteuses d'espoir, mais à très petite échelle. Puis en fait, ce qu'elles amènent, ces technologies-là, c'est surtout le pouvoir de collecter des données pour mieux comprendre l'ampleur de la problématique. Alors que la plupart du monde pense que... Bien, pas la plupart. C'est Beaucoup pas de la gens technologie qui pensent sauve que la technologie va l'environnement. sauver l'environnement. Exactement. Puis tu penses quoi des champignons qui mangent le plastique? Là, Ah ouais, mais ça fait pas longtemps que c'est sorti. Non, c'est ça. Ben, si c'est vrai, c'est incroyable. Il paraît que c'est vrai, j'ai vu la vidéo. Mais ça pourrait être AI. Ouais, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, dans mon background de biologiste aussi, je me dis, il y a quelque chose à un moment donné dans l'évolution qui va prendre sa place, puis qui va peut-être évoluer à détruire. C'est pas une invitation à être slack, là. Métaboliser le plastique, pourquoi pas? Peut-être que l'humain va se mettre à le digérer aussi. Ben, en tout cas, on le fait, hein, quand on mange des moules. On en mange pas mal. Huîtres. Moi, ça, j'ai capoté quand j'ai fait de la recherche là, pour préparer l'épisode. Tu sais qu'il y a beaucoup de microplastiques dans les mollusques, tu sais, du Québec, là, dans le fond. Tu sais, on mange des huîtres, on mange tout ça. Exact. Il y a des microplastiques là-dedans, puis on les mange. Tu sais, moi, ça m'a fait un petit peu paniquer, pour vrai. Là. Dans l'expédition bleue, on recense 3 espèces d'invertébrés, les oursins verts, les moules bleues, les mie-communes. Les mie-communes, c'est quoi ça? C'est des clames, les coques, la pêche à la coque. OK. C'est comme, c'est blanc. OK. Puis c'est pas comme une palourde. Oui, ça ressemble à une palourde. Ça ressemble à une palourde? Il y en a de plein de grosseurs. Là. Des fois, elles sont tout petites, puis des fois, elles sont vraiment grosses. Là, genre palourde royale. OK. Palourde royale, c'était long. La dernière fois que je l'ai vu, c'était bien impressionnant. Puis, ce qu'on va chercher dans ces petits animaux-là, vu qu'ils sont à la base de la chaîne alimentaire, mais sont aussi souvent accrochés au fond de l'eau, ben, ça va être ça, des traces de microplastiques. Dans le cas des mie et des moules, sont filtreuses. Fait que là, c'est assez straightforward. Là. On va retrouver des présences de microplastiques, donc ça affecte la chaîne alimentaire. Dans le cas des oursins, ils sont plus... ils vont manger le fond là, avec une petite bouche. Fait que c'est pas filtré, mais ça aussi, c'est des nouvelles études. Là. On n'a pas les résultats encore. McGill est en train d'analyser tout ça. Mais tu sais, puis sans démoniser l'industrie de la pêche, là, parce que c'est vraiment pas l'intention de notre recherche. Je veux dire, on devrait manger plus de produits du Saint-Laurent. Là, Ben oui. Ben c'est ça. Faut pas que ça devienne un frein puis que les gens font comme Ah, mais j'ai écouté le podcast, moi, je mange plus pantoute, je mange juste du bœuf. Exact. Non, c'est ça. non, mais c'est un exemple. Si là, on a une pêche à choisir, il faut privilégier la pêche locale. On a je veux dire, la pêche dans le Saint-Laurent est durable. Ben, le homard au Québec est Le homard, on peut en manger. Du crabe, on peut en manger. Les coquillages, on peut en manger. Le but de notre recherche, c'est plus de découper l'écosystème à toutes ces échelles de grandeur pour aller mesurer l'ampleur de la pollution plastique, puis de pouvoir attribuer un taux de contamination à un être vivant comme une moule. C'est plus concret pour le commun des mortels que juste dire on a trouvé dans 90% des sédiments échantillonnés. T'sais. Non, bien, c'est sûr. C'est sûr. Dans le storytelling, ça accroche plus. Exact. Parce que les gens, ils en ont mangé des moules. Fait qu'ils font j'ai mangé des moules, OK, je comprends, mais de même, l'estuaire, mettons. C'est vague. C'est vague. Vague pour bien du monde. Est-ce que tu penses qu'on est quand même sur la bonne voie? Est-ce que tu vois que justement qu'il y a plus d'éducation, qu'il y a plus de sensibilisation, puis qu'on est capable de renverser la vapeur, si je peux dire ça comme ça? Je pense que oui. C'est sûr que c'est plus étranger de bien recycler. Je pense qu'on est rendu maître, là, même dans le recyclage. Récupérer, en fait. Bien trier nos matières. Trier, on est rendu bon. Récupérer, on a beaucoup de filières de récupération. Exact. Recyclage, ça va prendre de l'amour dans des usines au Québec. On va se dire ça. Exact. Après, il y a des bassins de population plus sensibilisés que d'autres, comme les centres urbains. Je pense que les Montréalais, les gens de Québec vont peut-être être plus conscients de certaines valeurs. Ben, j'aurais l'impression que oui, là, après. C'est vraiment une opinion. Mais on est tellement habitués de vivre les uns sur les autres dans une espèce d'esprit d'agglomération qu'on a une espèce de pensée un peu plus altruiste, j'ai l'impression, où les modes de transport en commun sont plus accessibles. Ça fait partie intégrante de notre mode de vie, de vivre les uns sur les autres, d'être pris dans le trafic, de ne pas vouloir prendre son char. Mais toi, tu habites dans Rosemont, hein? Non. T'habites où? Ville-Marie. Ben c'est ça, c'est pareil. Plateau, Ville-Marie. Non, mais c'est vrai qu'il y a des quartiers où c'est plus des chambres d'écho.
par exemple, il faut l'avouer. Là. Mais en même temps, là où il y a le plus de problèmes avec la pollution et la gestion de la matière résiduelle au Québec, ça reste Montréal. Exact. Ben, mais c'est là où il y a le plus de monde. C'est là où il y a c'est pas juste à cause de ça. Okay, il y a plein de facteurs. Okay. Mais pour vrai. Non, mais tout ça pour dire que effectivement, l'altruisme, c'est un des moteurs, à mon avis. C'est de prendre soin de l'autre, de connecter avec l'autre, de parler, d'échanger. Je pense que ça peut être un... Ben, tu le fais bien à travers l'art dans ton projet, là. Oui. Je pense, tu sais, comme il y a comme une pièce de théâtre, je pense que vous présentez Passion aussi. déchets. Passion déchets. Ben, tu sais, je veux dire, les projets culturels se multiplient. Là, on travaille avec une cohorte de créatrices en création littéraire. On travaille sur un livre en ce moment, sur les 3 premiers chapitres de l'Expédition Bleue. On a un documentaire aussi qui est en cours de post-production. Ça fait là, 5 ans. Ça va sortir quand, là, tout ça? Le livre, on parle de automne 2026. Fait que dans un an, là, Cadeau à peu de près. Noël de 2026. Oui, exact. Voilà. Puis on aimerait sortir le documentaire en marge du livre, là, fait que peut-être à l'hiver 2026-27. Le documentaire présente les expéditions que vous faites, ça va être un documentaire qui va dresser le portrait de la pollution plastique dans l'est du pays, puis on va ratisser un petit peu plus large. Là. C'est un sujet qui n'a jamais été fait au Canada. Puis nous, bien évidemment, on comprend ce qui se passe sur les berges. Il y a une histoire qui est très importante à raconter, qui, on espère, va pouvoir sensibiliser davantage la population locale. Parce que les jeunes écoutent ça beaucoup, des documentaires aussi, hein? De plus en plus. Beaucoup. Mais tu sais, on voit souvent, je trouve, dans le discours de la pollution plastique, des films comme Plastic People, Plastic Ocean. Puis là, c'est comme les océans sont malades. Oui. Mais le Saint-Laurent est aussi malade. L'océan Atlantique est malade. Nos berges sont malades. Il y a une histoire à raconter ici, puis on documente cette histoire-là depuis 5 ans déjà. Il y a énormément d'informations et de contenu là-dedans. Puis, tu sais, je veux dire, il y a moi, il y a Organisation Bleue, il y a les filles dans l'équipe, mais il y a des chercheurs, des chercheuses, des gens qui travaillent à militer contre la pollution plastique. Il y a tellement de voix qui méritent d'être entendues autour de la problématique. Là, on parle d'un long métrage, mais tu sais, on a à peu près... je pense qu'on est rendu à 100 heures de contenu, genre une 50aine d'entrevues tournées. Ça pourrait faire une série, en fait. Mais tu trouves pas qu'on démonise beaucoup le plastique? Je pense que c'est important de le démoniser parce que notre relation au plastique est complètement irrationnelle. Là. Okay. Une bouteille de plastique qui perdure 450 ans dans l'environnement, on achète ça 50 cents à l'épicerie en lot d'une caisse de 24, par exemple, c'est pas normal. Bien là, c'est plus cher parce qu'avec la consigne, ça double de prix. Oui. Bien, vive la consigne aussi. Mais tu sais, on va même avoir l'idée préconçue que l'eau est meilleure dans la bouteille en plastique alors que, ben non, elle est contaminée par le microplastique. C'est pas juste ça, c'est que des fois, il y en a qui n'ont pas accès à l'eau au Québec. On a encore des populations. Oui, ça oui. Dans ce contexte-là, 100%. C'est ça. C'est pour ça que quand je parle de démoniser, c'est dans le sens qu'il y a des situations particulières où tu es un peu... Mettons, de l'huile à moteur, ça sac mal dans des poches. Tu sais, ça prend comme un contenant. Tu sais, fait que comment on fait? Tu sais, c'est juste ça. C'est-à-dire que, oui, on peut réduire notre consommation de plastique, mais démoniser... Tu sais, ça serait comme... Des fois, les gens m'écrivent, là, il faudrait éliminer tous les plastiques. Tous les plastiques, on n'a même pas de podcast. Oui, exact. Tu sais, puis les gens ne nous écoutent pas, là, pas de plastique. Peuvent pas, il n'y en a pas. Je regarde autour de moi. Non, mais c'est ça. Non, mais pour vrai, on en a partout. Tu sais, la mousse qu'il y a là, tu sais, fait c'est juste ça. Tu sais, je comprends ton point de vue parce que tu as les 2 mains dedans, mais en même temps, comment on gère... Non, mais je suis 100% d'accord avec toi. Il y a une nuance, moi, ma lunette, c'est le plastique à usage unique. C'est celui issu du suremballage, de cette culture d'acheter-jeter, de toujours choisir l'affaire cheap au Dollarama. Ah, ça, c'est un autre débat, ça. La spatule, je peux pas m'acheter une spatule à 12 $. J'aime mieux en acheter 24 à 2 $. Ouais. D'après moi, tu sais pas calculer, mais... Ben, c'est ça. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison? Bien, être plus conscient, refuser la facilité, se munir de réutilisables. Je veux dire, on le répète sans cesse. Oui, mais ça, c'est la base. Tu sais, je veux dire, en fait, le réutilisable, tu sais, par exemple, mettons le mouvement La Tasse, tu sais, à Montréal, il y en a un peu partout au Québec. Quelle brillante idée! Je veux dire, si toi, ton habitude le matin, là, c'est d'aller te chercher ton café chez le producteur canadien qu'on n'a pas nommé Tim Hortons, bien, tu peux amener ta tasse, puis à tous les matins, la mettre dans ta même tasse que tu vas là. Tu sais, ça se peut. C'est des petits gestes qui viennent pas t'alourdir la charge mentale à ce point-là. C'est juste une habitude, tu sais. Exactement. Puis pourtant, si on accumulait nos déchets sur une période d'1 semaine, 1 an,
Probablement qui qu'on ont fait ça, serait il y a des artistes qui ont choqués, fait là. ça. Oui. Je sais pas si tu as vu là, sur Instagram là, des artistes qui se sont entourés de leurs déchets. Mais c'est fascinant. C'est extrêmement fascinant. Non, mais c'est fascinant de C'est savoir. Tu sais, moi, depuis que, mettons, je composte puis je récupère, là, ma poubelle, je dois mettre ça aux 6 semaines au chemin. On est 3 chez nous. Bon, des fois 4, des fois 5, mais parce que ma fille a des amis. Mais tout ça pour dire que, tu sais, quand tu es conscient de ce que tu consommes, il y a moyen de changer des petites affaires sans que ça devienne comme qui font trop quand même compliqué. une grosse différence. Je pense que oui. Parce que, tu sais, c'est beau de dire oui, on nettoie, mais si de l'autre bord, on rentre plein de plastique puis on n'arrête pas de le jeter un peu partout, c'est comme le Sisyphe, là, tu sais, le mythe de Sisyphe, là. Tu sais, le gars, il pousse sa roche. Je trouvais ça cool tantôt ce que tu disais parce que tu nous parlais que quand il y a eu les inondations à Baie-Saint-Paul, vous avez fait beaucoup de nettoyage là-bas puis vous avez ramassé beaucoup, mais là, quand vous repassez, vous avez pu à nettoyer puis vous voyez que c'est comme un indicateur de succès, du moins, pendant pour une région donnée, là. Ouais. Fait que, y en a-tu d'autres endroits comme ça où tu vois que, comme justement, le travail... ben, tu le ressens, quand tu repasses, tu vois que ça fait vraiment différence. Il y en a plusieurs plages qui sont vraiment plus propres qu'avant. Même que, tu sais, on va chercher là, les hotspots maintenant. On sait où se mobiliser après, des événements environnementaux extraordinaires. Ou, tu sais, exemple, aux Îles-de-la-Madeleine, notre travail est comme perpétuel. Il y a certaines plages en Gaspésie, alors, c'est le paradis Côte-Nord. du Québec dans la tête des gens. Oui, mais c'est en plein milieu du Golfe et donc c'est très exposé aux éléments et donc aussi au courant et à la pollution, là. Fait que, je me souviens plus c'était quoi la question. Bien, c'était juste à savoir s'il y avait d'autres endroits. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est quand même intéressant, on voit que, puis ça rebondit sur ta question de sensibilisation, on commence à mesurer l'impact des communautés côtières parce qu'il y a plusieurs plages où on se mobilisait avant qui sont vraiment propres maintenant. Exemple, Sainte-Luce-sur-Mer, là. Il y a tout le temps un peu de déchets à ramasser. On va ramasser un 10 kilos par nettoyage. Mais il y a eu une époque où on pouvait ramasser 300, 400 kilos en un nettoyage. Ben oui, mais ça, c'est bon. On voit que la relation au littoral est passée de comme un lieu pour les bums à vraiment un lieu de plaisance où on va se ressourcer, prendre notre marche quotidienne. Et là où c'est intéressant, c'est que là, nos jeux de données commencent à montrer des corrélations avec le niveau de protection d'un lieu. Plus un lieu est protégé, donc une aire marine protégée, une réserve faunique, un parc national, une CEPAC, un parc Canada, moins les gens ont accès au quotidien, plus on va avoir de densité de déchets. Ce que ça veut dire, ça... Ah, attends. Quoi? Plus c'est protégé, plus c'est sale. Hein? Comme dans les îles de l'estuaire d'où on arrive, comme en Côte-Nord, dans le golfe du Saint-Laurent, où on a recensé nos premières plages, c'était extrême. Là, plus c'est protégé, plus c'est sale. Parce que les communautés côtières vont activement rendre des services de nettoyage sur une base quotidienne au point où on n'a même plus besoin de passer là. Fait qu'il y a des plages à Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent, à Matane, par exemple. Île-Verte, c'est un bon pôle d'études là, pour nous. Les communautés vont s'allier au printemps une journée, une grande corvée où, genre, ta tante va aller prendre sa marche avec son chien à tous les jours, puis elle va avoir l'habitude de ramasser. Là, je le dis au féminin parce qu'on voit que c'est souvent des habitudes qui sont prises par les femmes. Gestion de matière résiduelle, c'est très féminin. C'est ça. Totalement. Et donc, les plages sont vraiment plus propres parce que les citoyennes sont sensibilisés et vont faire l'effort de nettoyer quotidiennement leur petite parcelle de pays. Attends, je veux juste être sûre que si j'ai bien compris. Tu disais, plus c'est protégé, plus c'est sale. Donc, ce que tu dis, c'est que si c'est moins protégé, les gens vont faire plus attention? Bon, spécifiquement pour la pollution plastique, les gens vont ramasser plus activement eux-mêmes parce qu'ils en ont plus accès, Parce que, en fait, parce qu'ils ont plus accès, parce que c'est plus facile d'y aller, donc, OK. Bien, en fait, c'est qu'ils s'approprient le lieu. Oui, c'est ça. Tu sais, comme tu donnais un exemple, Sainte-Luce, je reviens de là il y a quelques semaines, il y a des bacs et des poubelles de récupération à tous les 10 pieds. Puis c'est ouvert, puis c'est aménagé. Personne qui pense qu'il va pogner sa boîte de jus puis il va la lancer. Il n'y a personne, là, parce que premièrement, il y a 200 personnes qui vont devoir faire ça. Tu vas l'air d'un cabochon, puis tu ne te rendras pas à ton char. Fait que, tu sais, il y a un peu ça aussi. La mairesse, on a reçu la mairesse de Verdun, Marie-André Mauger. Voyons, je suis tout Mauger. Puis elle disait que d'embellir les lieux, ça l'encourage de meilleurs comportements de civisme. C'est sûr. Puis j'ai trouvé ça tellement
powerful, comment tu dis français? Puissant. Puissant, merci beaucoup. J'ai trouvé ça tellement puissant parce que c'est vrai que si on met ça beau, les gens vont vouloir que ça reste beau, Ben oui, tu sais. ben oui, ben Fait oui. que, mais je suis comme vraiment étonnée, par exemple, que tu dises si c'est protégé, moi, dans ma tête, on protège parce qu'on veut que ça reste beau, mais les gens, ils prennent pas soin de ces aires protégées-là ou Il les fréquente pas. il est Là, c'est parce que vous regardez la pollution directe par un mauvais comportement d'un utilisateur. Mais exemple, tu es au Parc national du Bic, tu es Oui. dans une île dans la Réserve nationale de faune des îles de l'Estuaire. Ça Il arrive... n'y a pas accès. Non, ça arrive par la mer. Là. Ça Ah, arrive je par comprends. l'eau, par les Ouais, courants ouais, marins, ouais. par la glace hivernale. Non, Ça mais c'est important s'accumule. parce que c'est C'est vrai une que bonne c'était pas nuance, clair, ouais. cette Ouais, patente-là. C'est pour ça qu'on travaille autant à mobiliser tout le corps de gardes fauniques, techniciens de la faune, les gens qui travaillent en conservation, parce que à l'heure actuelle, on mesure l'érosion, on mesure, tu sais, les niveaux de glace en hiver, par exemple. Là, on va faire de la replantation végétale, mais on va travailler à travers les rebuts plastiques, Oui. comme si c'était normal. Au lieu de dire qu'il faut nettoyer aussi. Alors exact, on devrait être dans une optique de mesure d'atténuation où là, ce qu'on fait, c'est le travail qu'on fait là, depuis 2 ans. On forme des techniciens, des Premières Nations, tous les membres des gens de cette société qui travaillent à protéger le milieu faunique, les berges, le territoire, à voir la pollution plastique comme une dimension autant importante que l'érosion, la Parce que, plantation, tu sais, si- la flore, etc. Si tu laisses envahir le plastique, tu n'auras plus rien protégé, mon chum. Exactement. Parce qu'à un moment donné, il n'y a rien qui va pousser là-dedans. Un arbre, ça ne pousse pas tant dans le plastique. Mais ça contamine aussi, là, tu sais, on l'a vu dans les nids d'oiseaux, on le mesure dans les animaux, on en respire, on en Nous-mêmes. mange, on Ben en oui, ben boit. oui, ben oui. Le Saint-Laurent est connecté à notre aqueduc. Notre Saint-Laurent, il est dans notre toilette, il est dans notre cuisine, il est dans chaque champlure qu'on ouvre et qu'on ferme. C'est clair. Puis à l'autre bout, tout ce qu'on flush, littéralement, se retrouve d'une façon ou d'une autre dans le Saint-Laurent. Donc, c'est là où c'est important. Puis oui, il y a le mauvais comportement qui vient avec la sensibilisation qui fonctionne. Ouais. C'est pour ça qu'on va dans les écoles, Ben oui, puis que, ben bon, il y a toute une partie de société qui Ouais. s'active à Mais ça à suffit mobiliser. pas, c'est Mais un non, outil. exactement. Après, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour fermer la champlure, fait que Oui. en haut, dans les Bannissement. dirigeants. Ouais. Puis après ça, qu'est-ce qu'on peut communiquer ensemble pour devenir des meilleures personnes, puis des mesures d'atténuation comme auprès des gens qui travaillent à protéger la nature, mais à leur faire voir que la pollution plastique, c'est pas anecdotique, c'est Ouais, non, partout. Ouais. Puis il y a des zones qui ont besoin d'aide plus que d'autres, tu sais. Puis pour Dont le l'instant, fleuve. la responsabilité est entre une poignée d'OBNL, de comités ZIP, d'organismes bassins versants, des NOUS, des CRE, des Attentions fragiles aux îles de la Madeleine, par exemple. Et tous ces intervenants de terrain-là sont très conscients de la problématique de la pollution plastique, puis vont nettoyer, mobiliser à chaque année depuis des décennies, là. Mais pourquoi ça n'en est pas une conversation ouverte ou une profession reconnue à part entière, comme les gens qui vont lutter le myriophile à épis, Les algues bleues. les verts. algues bleues verts, c'est ça. C'est encore comme cute ou drôle ou, Ouais. ou un peu comme encensé de travailler en pollution plastique alors que non, c'est une vraie job qui est appelée à grandir. Puis là, il faut arrêter de juste nettoyer pour nettoyer. Il faut comprendre, puis il faut agir pour stopper ce flux-là ou pour le contrôler. Parce que à l'heure actuelle, je veux dire, autant qu'on veut les protéger, nos baleines, nos animaux, le vivant vit entremêlé dans le plastique partout au Québec. C'est juste que nous autres, on ne le sait pas parce qu'on n'a pas de kit de plongée puis on va pas voir. Exact. C'est Mais juste ça. sous l'eau, mais aussi sur nos berges, là. Oui. Non, mais je veux dire, une fois que tu as plongé dans le fleuve, j'imagine Exact. que tu as un autre regard sur la problématique. 100 Tu sais, quand tu es dans le fond de l'eau puis ça fait 10 minutes que tu nages, je peux demander, il y a une paille qui passe. Ouais. D'après moi, tu t'en rappelles. Bien, puis on le voit, ça. Tu sais. C'est ça. Somme toute, là, grâce à tes activités, aux autres organisations aussi, il y a quand même un mouvement positif qui se trame. Est-ce que tu penses que ça va mieux qu'on pense? Je pense que ça va mieux qu'on pense. Oui? Bien, c'est rare qu'on se fait dire c'est complètement farfelu ce que vous faites, on ferme la porte. Juste le traité qui est en cours de négociation. En ce moment, on parle de INC 5, donc les négociations intergouvernementales qui a trait à la pollution plastique.
Bon, les pays ont de la misère à s'entendre, mais si on arrive à un commun accord, on parle d'un traité fondamental historique où les nations vont réfléchir à trouver des solutions pour lutter contre la pollution plastique. Quand c'est rendu sur la sphère internationale, on a quelque chose entre les mains. Là. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance, une compréhension de la problématique. Et comme le traité de Montréal qui a lutté contre les CFC, bien, on peut s'imaginer que dans 20 ans, par exemple, on pourrait dire, bien, la pollution plastique à usage unique, pour ne pas le démoniser, est peut-être une histoire du passé. Tu sais. Oui, souhaitons-le. Puis ensuite, bien, il y a beaucoup d'espoir aussi dans la quantité de gens qu'on va mobiliser dans une année, dans les données qu'on fait ressortir, dans l'intérêt qu'on a, autant au niveau des médias que des politiciens. Je veux dire, je pense qu'il n'y a personne qui est insensible à la pollution plastique parce que cette pollution-là, elle vient de nous. Mm-hmm. On reconnaît les marques, on reconnaît les couleurs, je veux dire. C'est le prolongement de nous. Exact. Malheureusement, c'est aussi le reflet de nos mauvaises habitudes de consommation, mais on se reconnaît tous dans cette discipline-là. Puis je pense qu'on reste très peu insensible devant une tortue qui a une paille pognée dans le nez. Il y a de ces images-là iconiques qui ont fait le tour du monde, qui parlent beaucoup. Là. On ne sauvera pas le monde à bannir la paille, là. Non. Mais à se sensibiliser, à comprendre que la paille, c'est un objet qu'on n'a peut-être pas besoin, puis qu'on peut refuser, puis changer le rapport à l'objet, puis à l'utilisation des matières qu'on va toucher, consommer, utiliser dans une journée. Ça, on est ailleurs, là. On n'est plus dans les années 90, là. Non. On le sait que notre bouteille, elle disparaît pas demain matin si on s'en départit, tu sais. Ouais. Fait que je pense que là-dedans, il y a beaucoup d'espoir, mais aussi d'entendre la relève, les jeunes, tellement impliqués, des petits-enfants. Là, des fois, on donne des conférences à des enfants de 5 à 7 ans, puis ils savent précisément c'est quoi le plastique à usage unique, sont conscients que ça prend 400 ans une bouteille de se dégrader, qui arrivent à la maison, vont influencer leurs parents. C'est beau, là-dedans, ça. il y a beaucoup d'espoir aussi, puis je pense qu'il ne faut juste pas se décourager. Là. Vraiment. Ah, merci d'avoir été à notre micro, Anne-Marie. Ça fait plaisir. Moi, j'ai appris beaucoup. En tout cas. Moi aussi, énormément. Oui? Ben oui, énormément. Pourquoi tu me regardes comme si j'avais rien appris? Parce que toi, tu connais toujours tout. Non, je sais. Hey, arrête. Moi, j'ai jamais fait de plongée dans le fleuve. On peut continuer à suivre tes activités aussi. Tu as un TikTok, on a appris? Oui, j'ai un TikTok nouvellement que je dompte. Sinon, Facebook, Instagram, évidemment. Là, on communique un maximum de trucs. On amorce là, une campagne par rapport à INC5. On essaye de sensibiliser un petit peu plus sur l'impact d'un traité international. Oui, l'explication, c'était intéressant de le vulgariser. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui... Je m'inclus là-dedans, qui mériterait à savoir un petit peu plus c'est quoi l'ampleur de ce traité-là. Ça passe sous le radar, mais ça risque d'avoir des impacts très profonds là, sur notre société au Québec, mais au Canada aussi. Ouais. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Donc, on va visiter ton site web aussi, qui s'appelle comment? Organisationbleu.org. Tout le temps Organisation Bleue. Et pollutionplastique.ca, qui est la carte interactive là, qui cartographie tous nos nettoyages de berges via le biais de Environnement et Changement climatique Canada. Puis quand le documentaire va sortir, fais-nous signe. Yes. Parce qu'on va y aller. Yes. Cool. Merci Anne-Marie. Bientôt. Merci. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis on se revoit pour un autre épisode de Ça va mieux qu'on pense. Bye!